Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vérité. Je suis Ambeline Becker, j'accompagne depuis plus de 10 ans des entrepreneurs et des chefs d'entreprise à s'élever pour élever leur entreprise au service de plus grands. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial, ancien cadre d'une grande entreprise dans l'informatique. Il nourrissait ce paradigme bien connu du devoir aller de l'avant et montrer qu'on est un homme fort. Jusqu'à ce que le cancer stoppe tout en 2015. Les médecins lui donnaient 3 mois. 7 ans après, aujourd'hui, il raconte son chemin de guérison, d'éveil de conscience et bien sûr d'entrepreneur. Renaud Guérin est fondateur de Great depuis 2021. Donc son entreprise est toute récente. Je pense que c'est la plus jeune entreprise qu'on reçoit jusqu'à maintenant dans le podcast et j'en suis très heureuse. Parce que Renaud a déjà accompagné des centaines de personnes sur le chemin du mieux-être et notamment par le jeûne. Il nous raconte dans cet épisode sa vision de l'entrepreneuriat comme une manière d'être, de grandir et de se sentir pleinement vivant. Il raconte comment il découvre le jeûne sur son chemin de guérison du cancer et bien évidemment comment sa vision, sa mission d'entrepreneur et d'entreprise se révèle à lui. Il raconte également comment il fait dans son quotidien d'entrepreneur pour continuer à s'élever. Une conversation encore une fois passionnante qui est un tout petit peu plus longue que les précédentes parce que j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur son parcours, sur son histoire, plus que les épisodes précédents. Je vous souhaite une magnifique écoute et je vous retrouve comme d'habitude à la fin. Bonjour Renaud. Bonjour Ambline. Bienvenue dans le podcast Vérité. Un grand merci de ta présence aujourd'hui. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici. On va créer une conversation en vérité avec comme fil conducteur le chemin de l'entrepreneuriat comme chemin initiatique. Okay. Et avant de commencer, j'aimerais que tu nous dises où est-ce que tu te situes maintenant pour qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement. Où est-ce que je me situe? Je suis chez moi, pour une fois. Je suis dans mon bureau, avec une grande fenêtre qui donne sur le jardin extérieur, sur les plantes qui sont en train d'exploser avec l'arrivée du printemps. Et voilà, et je me sens vraiment super bien ici, et ça me va très bien. Et tu es où sur la planète? Parce que moi je le sais, mais les auditeurs le savent. Excusez-moi, je sors d'un week-end où j'ai un peu plané, donc c'était un peu compliqué là de redescendre. Alors où est-ce que je suis aujourd'hui? Ne redescends pas, Ah bah, c'est parfait, je redescends pas alors. Donc aujourd'hui je suis à Cannes, à Cannes, au bord de la mer, dans le sud-est de la France. Donc on n'est pas très loin géographiquement. Non, exactement. Est-ce que tu aimerais nous partager un peu les grandes étapes de ton parcours pour devenir qui tu es aujourd'hui? Oui. on a combien de temps? Dis-moi parce que c'est juste pour mettre le contexte. Non, les grandes étapes, en fait, c'est simple. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à faire un métier qui me correspondait pas. Et en fait, je suis entrepreneur depuis pas si longtemps que ça. Moi, ça fait 2 ans et demi. Avant, j'ai toujours travaillé dans des grosses sociétés, des grosses compagnies, notamment d'informatique. Et je me rendais pas compte que c'était pas fait pour moi. Et un jour, j'ai reçu un magnifique cadeau de la vie qui m'a permis de prendre conscience de tout ça et d'aller enfin vers ce qui me correspondait. Voilà. Et j'invite tout le monde à regarder ton TED, dont on mettra le lien dans la description. Avec plaisir. Et c'est marrant d'ailleurs parce que je viens d'en faire un deuxième. Oui. Il y a une semaine. On mettra les deux quand l'autre sera dispo. Voilà, le deuxième n'est pas dispo pour l'instant. Et juste en termes, tu vois, de où tu viens, est-ce que tu as toujours été dans les Alpes-Maritimes ou pas? Alors,
Oui, oui et non. En fait, je viens du sud-est. Moi, à la base, je suis de la région toulonnaise. J'ai Mhm. passé quasiment toute ma jeunesse là-bas, jusqu'à l'âge de 18 ans. À cette époque-là, je voulais devenir astronaute. Hmm. Et pour devenir astronaute, à l'époque, Finalement, t'es pas si loin, hein. ouais, je suis pas loin. T'as vu? Et pour faire astronaute, à l'époque, il fallait être soit pilote de chasse, soit pilote d'essai. Donc, Hmm. j'avais de la chance à l'école, ça marchait bien. J'ai voulu devenir du coup pilote de chasse et tout a bien marché jusqu'au moment où il a fallu que je passe mon concours. Et, euh, et là, hop, j'ai eu un problème aux yeux qui m'a empêché de devenir pilote, mais vraiment à la dernière minute. J'ai refait une Hmm. contre-visite, mes yeux avaient perdu juste assez pour plus pouvoir faire pilote. Donc du coup, j'ai pas pu faire pilote. Donc je pense que c'était le premier message de l'univers, c'est que j'étais pas fait pour ça. J'étais surtout pas fait pour l'armée. Et bon, je m'en suis pas vraiment rendu compte sur le coup. Je m'en suis rendu compte plus tard, mais voilà, c'était mon premier cadeau de l'univers. Et quand Donc bien ça, même, avec Thomas et Nolwenn, on a vu qu'on pouvait avoir fait l'armée et devenir entrepreneur au service de plus grands. mais carrément, carrément. Et je trouve que c'est vraiment un super exemple là, tous les deux. C'est des super entrepreneurs et c'est vrai que quand tu vois la carrière militaire qu'ils ont eu avant, tu te dis waouh, Mm, mm, c'est super inspirant, je trouve. mm, Mais bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, pour moi, l'armée, ça n'avait pas vraiment de sens. C'était quelque chose en fait, j'avais pas vraiment fait attention à l'aspect militaire. Pour moi, c'était, je faisais militaire parce que je voulais faire pilote. Mais ça allait pas de pair. Le jour où j'ai su que je pouvais plus faire pilote, c'était devenu une évidence que je pouvais pas rester dans l'armée. mm. Enfin bref. Mais bon, voilà. Donc en fait, quand je suis monté pour faire ça, j'étais sur Grenoble pendant 2, 3 ans. Après, je suis redescendu ici dans la région. Je suis venu sur la région niçoise et là, j'ai fait une école d'ingénieur. Euh, pareil en informatique et surtout tout ce qui touchait à la 3D, parce qu'à l'époque c'était les trucs qui me plaisaient, la 3D, les effets spéciaux, le cinéma. Donc ça je l'ai fait ici. Et après je suis monté pendant quelques années à Paris pour commencer à bosser. Et là j'ai eu la chance de travailler dans des sociétés de jeux vidéo, d'effets spéciaux pour le cinéma. C'était assez dingue. Ça c'était vraiment une Mm. chouette période parce qu'il y avait vraiment tout le côté artistique que j'adore et dans lequel je baignais qui me correspondait complètement. Et à cette époque-là, j'étais avec la personne qui allait devenir ma future femme. On s'est dit, bon, ok, on voudrait se marier, on voudrait avoir des enfants, mais surtout pas à Paris. Et vu Mm. qu'on était tous les deux de la région toulonnaise, on s'est dit, non, on veut avoir des enfants au soleil, au bord de la mer. Donc on est redescendu sur Nice. Et depuis, je suis là. Depuis, je suis dans la région niçoise, canoise. Ça fait à peu près 20 Mm. ans. Ok. Bon. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui m'a fait devenir entrepreneur? Ouais, euh... raconte-nous. Raconte. Bah, du coup, en fait, c'est juste la suite de ce dont on vient de commencer de parler. Le métier d'ingénieur, c'était pas un métier de cœur. J'y suis allé parce que je savais plus quoi faire d'autre dans la vie. Comme je t'ai dit, je voulais faire pilote depuis l'âge d'à peu près 10 ans. Euh, jusqu'à l'âge de mes 20 ans, j'ai jamais eu de soucis à l'école, ça marchait hyper bien, je travaillais pas et puis ça marchait quand même. Et sauf que voilà, la vie m'a fait comprendre que c'était pas vers là qu'il fallait que j'aille. Je dis, bon, bah, ok. Enfin, sur le coup, j'ai pas dit bon bah ok, j'ai juste subi pendant 2 ans. J'ai erré, je savais pas quoi faire. J'ai suivi mes potes à la fac, à droite, à gauche, et puis un jour, je me suis dit bon, ok, c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas aller à la fac, ça m'intéresse pas de devenir prof, ça m'intéresse pas de devenir chercheur. Et j'ai cherché, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait être intéressant. Et puis au final, tu vois, mes deux parents étaient tous les deux ingénieurs en informatique, donc j'ai baigné dans le monde de l'informatique à la maison toute ma jeunesse. Et c'était aussi en même temps le début des consoles de jeux et autres. Et ça, c'était un truc qui me passionnait. Je me suis dit, bah tiens, je veux devenir ingénieur pour faire des jeux vidéo. J'ai fait une école du coup comme ça, pour devenir ingénieur pour les jeux vidéo, mais c'était vraiment cette partie-là qui me plaisait, c'était la partie artistique et fun. Mm. Et ce qui a été génial, c'est que le premier job que j'ai fait, c'était effectivement à Paris dans une boîte qui à la base était une boîte d'effets spéciaux pour le cinéma et qui venait de monter un pôle jeux vidéo. Et donc j'ai passé 2 ans, ouais 2 ans quasiment là-bas, et c'était assez magique parce que là on baignait dans cet environnement parce qu'en même temps c'était une boîte dans laquelle il y avait plein de studios de cinéma, des studios de télé. Il y avait la partie dans laquelle on était nous, une partie où ils s'occupaient du son. Et en fait, on voyait il y avait des acteurs, des artistes, il y avait tout le milieu de l'audiovisuel et artistique était là. Moi, j'étais comme un poisson dans l'eau là-dedans. C'était fantastique. Voilà, sauf que ça a duré. Bah, après, on a décidé de redescendre dans le sud. Je me suis dit bon, on va voir, je vais sûrement trouver quelque chose dans le sud là, en rapport avec ça. Effectivement, il y avait une société dans tout le sud-est qui s'occupait de faire des choses en rapport avec les effets spéciaux pour le cinéma. Sauf que c'était au moment de la bulle Internet dans les années 2000 et tout a explosé et tout le monde s'est retrouvé à la porte.
Donc, je me suis retrouvé effectivement à faire, enfin, à bosser pour des sociétés de services, à bosser pour des différents types de compagnies. Ça allait de la téléphonie à l'automobile embarqué, au site web. Puis après, au final, je suis rentré dans une grosse boîte, la plus grosse de la région, qui faisait enfin, qui fait d'ailleurs toujours des logiciels pour le voyage. Euh, et je suis rentré là-bas, ok. Et puis, j'y suis resté pendant 16 ans, 17 ans. Mais ça avait absolument pas de sens pour moi. Mais bon, c'était bien, c'était pratique, c'était confortable, c'était une grosse boîte. Le cadre de travail était sympa, il y avait un chouette CE, on avait la sécurité de l'emploi. Voilà, je suis T'avais resté tes là-bas. RTT. J'avais mes RTT, on pouvait partir en voyage, enfin c'était top, quoi. Hmm. Mais Est-ce que tu avais conscience de cette absence de sens? non, pas au Non, début. hein. Hmm. Au début, au début, si tu veux, juste je me disais ok, c'est chouette, c'est vraiment sympa. Le cadre était chouette, la boîte était dans la forêt, je pouvais aller courir tous les midis, je m'étais fait des potes, c'était sympa. Mais le Hmm. boulot, non, c'est venu progressivement. Tu vois, après 2, 3 ans dans la boîte, je me suis dit merde, mais en fait, ça me plaît vraiment pas ce que je fais. Donc Hmm. j'ai essayé. L'intérêt d'une grosse boîte, c'est que ça te permet de changer de métier assez facilement et assez fréquemment. Euh, et du coup, j'ai commencé à changer une première fois de métier, une deuxième fois, après. Et en fait, euh, je me rends compte aujourd'hui que au sein même de cette boîte, enfin, les différents métiers que j'ai pris, c'était pour me rapprocher en fait, de ma mission de vie. J'ai trouvé les meilleures manières de faire ce qui me plaisait vraiment au sein de la boîte, mais pas de la manière dont j'aurais aimé. En tout cas, c'est la meilleure des Ah, manières. C'est-à-dire qu'en gros, c'est-à-dire? je suis passé vraiment de la partie développement à la partie gestion de certaines tâches et autres sur certains projets. Puis après, en fait, je me suis mis vraiment dans le métier de chef de projet. Et l'idée, c'était Mhm. vraiment d'accompagner les autres à atteindre un objectif commun, à aller Mhm. tous ensemble dans le même sens, canaliser tout ça pour aller justement vers un objectif commun et que tout le monde soit content, tout le monde soit heureux. Et voilà. Et Hmm. je me rends compte que enfin, tout le monde soit content, tout le monde soit heureux, c'est vide. Mais en tout cas, c'était vraiment l'idée d'atteindre cet objectif commun, de mettre toutes les ressources en commun, de catalyser un peu tout ça, de l'idée un petit peu tout ça. Et je me rends compte aujourd'hui que c'était, on va dire, mes premiers pas de métier et de coach et d'entrepreneur. Et de C'était ma, leader. et du leader. C'était ma manière à moi Hmm. de trouver ma place au sein de la boîte, mais de manière complètement inconsciente. Hmm. Donc ça, c'était la manière. Et si tu veux, le problème, c'était l'objectif, c'était quel était le but derrière. Mhm. Euh, En termes de projet, pour moi, ça avait pas de sens parce que la mission même de la société n'avait pas de sens pour moi. Et, euh, et après, les raisons pour lesquelles je les faisais, comme je te disais tout à l'heure, là, c'était complètement inconscient. Ces postes-là, je les ai faits. C'est venu, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Mais après, si tu veux, les projets que je prenais des projets qui étaient vraiment difficiles. Il y avait beaucoup de monde, c'était des trucs complexes. Il y avait énormément de stress, énormément de pression. Et je le faisais pas pour les bonnes raisons. Je pense que j'avais des trucs à régler de mon enfance, de, de, de la reconnaissance que je pensais pas avoir eu, que j'avais pas eu dans mes autres jobs. Enfin, voilà. Et du coup, bah, tout ça, c'est tout mélangé. Et j'ai fait ce job que je faisais très bien. J'étais vraiment reconnu pour ça, mais ça avait juste pas de sens pour moi et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et juste, je me rendais compte que j'étais de moins en moins heureux, que j'étais de plus en plus, enfin, je m'énervais plus facilement, que j'étais pas bien dans mon corps, que j'étais pas bien dans ma tête. Et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus parce qu'en fait, à cette époque-là, je m'en foutais. Et puis j'étais pas du tout dans le développement personnel à cette époque-là. Donc, Hmm. juste, j'ai avancé, tu vois, en mode, ok, on m'a dit de faire ça, je fais ça, j'y vais, et puis voilà. Ouais, puis t'avais pas le niveau de conscience que tu as aujourd'hui. Ah non, pas, pas du tout, non. Et, et donc, raconte-nous la suite. Ben oui. Non, ben en fait, j'ai continué à faire ce job-là. Comme je te disais, les différents projets s'enchaînaient, ça marchait bien à chaque fois. Donc, j'ai pris des projets de plus en plus gros, de plus en plus complexes, toujours avec cette petite carotte de la reconnaissance au bout. Et puis, en fait, c'est mon corps qui a commencé à m'envoyer des signes, qui a commencé à lâcher. Et forcément, je l'ai pas écouté. Hmm. Mais cela dit, ça c'est bon pour les gens qui travaillent dans des grosses entreprises, mais c'est bon aussi pour les entrepreneurs. C'est Bah, vraiment c'est bon pour tout le monde, hein. Hmm. c'est bon pour tout le monde. Il Ouais. faut vraiment faire attention à ça. Moi, j'ai commencé à avoir des problèmes de dos. Je me suis dit, bon, bah, ok, je vais me mettre à courir, du coup, ça ira mieux. Bien sûr, forcément, c'est la pire des choses à faire, mais bon, au final, pour moi, c'était un très, très bon exutoire. Ça me permettait de canaliser un petit peu toutes ces émotions négatives,
de convertir ce stress, enfin, ce mauvais stress, on va dire, en bon stress et en bonne Ah, puis te fatigue. mettre en mouvement, en fait. Exactement, de mettre en mouvement, d'aller de l'avant. Mm. Je sais pas si en allant de l'avant, il n'y a pas aussi un peu de fuite de, Oui, bah, dans des ton problèmes texte, et tu tout le le dis reste. comme ça. Ouais. Ouais. Et, euh, et puis au final, ben voilà, je me suis mis à courir. Puis au final, ça m'a tellement plu de courir, ça me permettait vraiment de me vider la tête. Je me suis mis à faire des courses, du 10 km, du 20 km, faire des marathons. Pendant ce temps-là, j'avais de plus en plus mal au dos, mais c'est pas grave, il fallait toujours continuer, toujours aller de l'avant. C'est comme ça, dans la société, faut aller de l'avant, faut montrer qu'on Mm. est fort. Mm. Et voilà, jusqu'au jour où en fait Surtout mon quand on dos, est un homme. surtout quand on est un homme, Mm. voilà, jusqu'au jour où en fait c'est mon corps qui a lâché. Je commençais à faire avoir des problèmes de lombalgie, des crises de sciatique paralysantes, jusqu'au jour où je pouvais même plus marcher. Et à ce moment-là, je me suis dit bon, ok, je vais me faire opérer. On Mm. va soigner les symptômes, hein, c'est bien connu. Ouais. Donc je me suis fait opérer, ça a pas bien marché. Et puis du coup j'ai continué à bosser de folie. J'étais encore plus énervé parce que j'arrivais pas, enfin je pouvais plus courir et j'avais mal tout le temps. J'étais vraiment j'avais décidé de me faire opérer, de faire une opération lourde, de me faire changer carrément les disques, mettre des prothèses. Hein, c'était un truc énorme. Ok, après, t'as 2 mois où t'es allongé, t'as 6 mois de réduit derrière. Bon, j'en étais vraiment à cette étape-là. Et, et là, je pense que j'ai vraiment trop tiré sur la corde. Et c'est mon corps qui m'a rattrapé, qui m'ont dit, écoute, si tu comprends pas, bah, si tu comprends pas qu'il faut t'arrêter, je vais t'aider. Ouais. Et bim. Et bim. Mm. Donc mon corps qui m'a très bien fait comprendre, parce que il y a 7 ans maintenant. On m'a diagnostiqué un cancer hyper rare, hyper agressif, euh, et on me donnait 3 mois. Mm. Et là, bizarrement, les problèmes de dos, les problèmes de boulot, ça devient plus ta priorité. Mm. Voilà. Et pour moi, ça a vraiment été. Enfin, aujourd'hui, c'est plus facile de le dire Bizarrement, comme là, ça. Hein. tu deviens ta priorité. Ça. Là, tu deviens ta priorité. Et encore que, tu vois, les premières 2, 3 semaines, je continue à bosser à ce moment-là. Et j'apprends Mm. ça et je continue à aller au boulot. Et là, pareil, j'ai fait le mode autruche. Je m'a dit oui, là, faut repérer tout de suite. C'est super important, c'est hyper grave. Ouais, ouais, ok. Et en fait, non, je continue à aller bosser. Je suis parti faire un, un gros séminaire en Allemagne avec 400 personnes que j'animais et je devais me faire réopérer 2 jours plus tard. Parce qu'en fait, Mm. l'histoire, c'est que, alors, je vais passer vite dessus, mais il y a eu tout un tas d'erreurs médicales en plus dans cette histoire-là. Le cancer, à la base, ils me disent pas que c'est un cancer. Ils me disent non, non, mais c'est un truc bénin, vous inquiétez pas, c'est nickel, on va juste opérer comme ça et puis tout va bien. Sauf que quand ils ont les résultats, c'est pas bénin et en plus, c'est hyper grave. Mm. Donc ils me disent ah bah, vous allez rire. Bon, ils disent pas Mm. vous allez rire, mais en gros, c'est ça. C'est il faut réopérer tout de suite. Il faut réopérer tout de suite parce qu'en fait, on n'a pas enlevé assez. Donc il va falloir qu'on opère beaucoup plus large, qu'on enlève plus parce que C'était potentiellement quelle partie du corps? c'était sous le bras gauche et c'était un liposarcome pléomorphe. Mhm. Ouh. Liposarcome, c'est un cancer des cellules graisseuses qui sont sous la peau. Et il y a Ok. plein de formes de ce liposarcome là. Et moi j'avais il y a 4 formes différentes, enfin chacune plus grave que l'autre. Et en fait moi j'avais la quatrième, la méga, qui était en Mm. fait un mix des 3 d'avant. Voilà. Donc ils m'ont dit ah ouais, mais là faut vraiment repérer tout de suite. Et c'est à partir de ce moment-là, grosso modo, que j'ai accepté les signes, les anges et tout ce que tu veux qui va Mm. qui vont avec, parce que j'ai une personne dans mon entourage, enfin une personne que je ne connaissais pas du tout, une amie le fils d'un ami de famille, enfin bref, qui apprend juste ce truc-là et qui spontanément appelle et dit voilà, faut absolument pas que tu te fasses opérer, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Ce truc-là, c'est vraiment une saloperie sans nom. Si tu te fais opérer comme ils ont prévu de le faire, euh, dans 3 mois, t'es plus là. Mm. Ça, c'était 2 jours avant l'opération prévue. Et moi, dans ma tête, j'entends le truc, oh non, non, putain, là, ça veut dire qu'il va falloir encore attendre, il va falloir essayer de trouver un chirurgien, et patati, enfin, et je me dis, mais non, c'est pas possible. On m'a dit qu'il fallait opérer tout de suite, ok, on opère, et puis une fois c'est fait, on passe à autre chose, on barre. Là, je tiens vraiment dans Mhm. le mode, ok, on résout le problème, quoi. Mhm. Et le mec, il dit, bon, bah, ok, c'est ta décision, mais c'est pas la bonne. Et le mec, il lâche rien, il rappelle ma femme derrière. Moi, j'étais en Allemagne, il appelle ma femme ici, et il lui dit, écoute, voilà, si tu veux vraiment que plus avoir de mari dans 3 mois et que tes enfants ils grandissent sans père, bah ouais, c'est la bonne solution, mais non, c'est vraiment pas la bonne. T'imagines bien que ça l'a un peu remué. Elle Ouais. m'a rappelé et puis à ce moment-là, bon, après une longue discussion, elle a dit bon bah ok, je me fais pas opérer là. Euh, on annule ça et puis on va essayer d'aller voir.
un spécialiste que le gars connaissait qui était à Lyon. Et je dis bon bah ok, on va à Lyon. Mais sur le coup, si tu veux, là, c'était vraiment très très compliqué parce que dans ma tête, c'était putain, ce mec-là, je sais absolument pas quand je vais le voir. Et si ça se trouve, ça sera trop tard. Ça sera trop tard, ouais. Voilà. Donc, mais bon, là, si tu veux, à ce moment-là, c'est là qu'il y a eu la première prise de conscience. Et quand je suis rentré effectivement d'Allemagne le soir même, euh, j'ai appelé mon chef et je lui ai dit voilà ce qui se passe. Et du coup, je me suis fait mettre en arrêt Mm. parce que je voulais du coup mettre toutes les chances de mon côté. Et effectivement, à Lyon, j'ai rencontré mon deuxième ange gardien. C'est le gars qui en fait a pu me recevoir quasiment tout de suite. Et il m'a dit effectivement, voilà, ce que tu allais faire là comme opération, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Là, on va partir sur des protocoles plutôt lourds parce que c'est vraiment une saloperie. Donc, on va faire de la chimio très très lourde. Après, derrière, on va réopérer, on va refaire de la chimio, on va faire des rayons. Bref, et ce mec-là, euh, bah, je pense qu'il m'a vraiment sauvé la vie. D'une, de par les conseils qu'il m'a donnés, de deux, quand il m'a réopéré. Quand il m'a réopéré, à la base, c'est une telle saloperie qu'on disait, ben voilà, ça, il y a 10 ans, ça n'avait pas opéré, on amputait. Voilà, et le taux de survie était vraiment super faible. Et comme il m'a dit, voilà, vu où c'était placé, il y avait 80% de chances que ce soit opéré comme il fallait, mais j'aurais plus pu utiliser mon bras à vie. Mm. J'avais 15% de chances que ça marche, mais après, il y en aurait pas encore pour 1 an, 2 ans, de greffe, de machin, tout ça. Et il y avait 5% de chances qu'il arrive à me sauver le bras du premier coup direct. Mm. Et en fait, quand je me fais réopérer par ce mec-là, après avoir fait déjà des grosses cures de chimio, mon bras il est sauvé. Et sans rien, sans plus de trucs. Donc, Ouais, lui, c'est donc mon deuxième ange t'étais dans les gardien. 5%, en fait. J'étais dans les fameux 5%, ouais. Mm. Mais tu vois, chaque fois, ça se joue à des tout petits pourcentages. C'est comme la chance d'avoir ce cancer-là. En fait, les sarcomes, c'est 3% des cancers. Les liposarcomes, c'est 3% des sarcomes. Et la forme que j'avais moi, c'est 5% de ces liposarcomes-là. Donc, c'est C'est 5% de 5, 3% de 5% 3%. aussi? C'est 5% de 3% de Mm. 3%. Ça fait quand même pas beaucoup de pourcents. Mm. Mais bon, voilà. Et du coup, je m'en sors. Je m'en sors. Et là, forcément, c'est quand même une grosse claque parce qu'à ce moment-là, t'imagines bien qu'au niveau des priorités de vie, des priorités tout court, euh, il y a tout qui est chamboulé. Le boulot, il passe très, 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 très loin derrière. Mm. Et tu te rends compte que ce qui compte, c'est juste toi, ta famille et les êtres, enfin, les personnes que tu aimes. Et, et puis, pendant toute cette période-là, si tu veux, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie. Je rencontre, enfin, je suis super bien entouré. Je rencontre plein de personnes fantastiques. Et puis j'essaye de mettre surtout plein de choses en place pour être sûr d'être encore là dans quelques mois. Donc, je m'intéresse à fond à tout ce qui est alimentation, je m'intéresse aux jeunes, je m'intéresse à l'énergétique, je m'intéresse à la reconnexion à la nature, je m'intéresse euh, enfin à 15 milliards de trucs différents, enfin tout ce qui est développement personnel, méditation, yoga, j'essaye tout. Tout ce qui peut m'aider, j'essaye. Et c'est là que je fais des découvertes assez fantastiques qui ont vraiment changé ma vie. Qui ont vraiment changé ma vie. Et voilà. Et effectivement, j'en ressors complètement transformé de cette expérience. Et en fait, cette période d'éveil, on va dire, elle a Ouais. duré combien de temps, finalement? Enfin, cette première phase. Cette première phase, ça a été assez court parce qu'au final, ça a duré, on va dire, une année à peu près, Ouais. Mm. entre le moment où j'apprends que je suis malade et le moment où je recommence à bosser. Mhm. Mais il se passe tellement de choses, si tu veux. Enfin, quand tu me dis combien de temps elle a duré cette période d'éveil, je te dirais, elle a duré 7 ans parce que c'est depuis ce Oui, moment-là, elle tous est les pas jours, je finie. m'éveille. Non, mais c'est ça. Mais bon, Et ça a tous les été jours, une il y a des nouveaux première. trucs. Ah oui. Ah bah oui. Et puis là, Parce qu'à à ça a été cette époque-là, radical. puis à cette époque-là, t'avais déjà connecté avec le jeune ou pas? Pas du tout. Non, voilà. Pas Donc du après, il y a tout. eu l'autre. J'étais pas du tout connecté ni avec le jeune, ni avec le développement personnel, ni avec à rien. En fait, j'étais très très pragmatique, très ingénieur, Mhm. très voilà. Je crois ce que je vois. Et si tu veux, ça a un peu chamboulé tout mon monde. Mhm. Et je regrette Mhm. absolument pas. C'est pour ça que j'appelle c'est vraiment ce moment-là, c'est mon cadeau mal emballé de la vie. Et pour rien au monde aujourd'hui, je voudrais revenir en arrière. Et d'ailleurs, ça serait aussi hyper intéressant d'avoir le témoignage de ta femme Mm. sur ton changement, en fait. Parce que C'est finalement, clair. elle t'a connu et t'étais un autre homme. Un peu, ouais. Non, mais je Et pense en que plus, maintenant, t'es entrepreneur. et en plus je suis entrepreneur. Wouh. Non, mais c'est vrai que la transformation, en fait, elle s'est faite, je pense, dans un sens qui lui convenait aussi, parce que elle a toujours été plus ou moins reliée à tout ce qui était énergie. En fait, c'est un peu le meilleur des deux mondes.
Si tu veux, Mm. elle est vétérinaire à la base. Mhm. Elle aime profondément son métier, mais très très vite, elle s'est rendue compte que ce qu'elle faisait, la manière dont c'était fait, surtout dans les cliniques vétérinaires, et la manière de traiter les animaux et de faire de la surenchère, si tu veux, à la médecine qui servait à rien, ça lui convenait plus. Mm. Et donc assez vite, elle s'est orientée plutôt sur la partie naturo. Euh, et elle s'est mise à traiter enfin, elle s'est formée et après elle s'est mise à traiter les animaux en homéopathie et en ostéopathie animale. Et elle a, Mm. on va dire, carrément arrêté, si tu veux, le métier classique de vétérinaire. Mhm. Plus d'opérations, plus de médicaments, plus rien, vraiment de homéo et enfin, ostéo surtout, avec de l'homéo derrière. Et en fait, elle s'est épanouie complètement dans son métier. Et aujourd'hui, ça marche hyper bien parce qu'elle a des gens qui viennent de partout, elle a une renommée de dingue et elle fait juste des miracles avec les animaux. Et moi, ça me Mm. fait rêver. Donc, si tu veux cette transformation où tu passes du monde très terre à terre, très matériel, vers quelque chose d'un peu plus orienté bien-être, énergétique et naturel, bah, tu vois, ça s'est fait aussi. Mhm. On l'a pas fait à la même vitesse, mais c'était une évolution aussi au niveau du couple par rapport à ça. Mm. Magnifique. Et donc, cette première année, Mhm. donc tu retournes dans ton job, Ouais, je c'est ça? retourne. Ouais, parce que si tu veux ah oui, tiens, juste, je fais une petite parenthèse. C'est là qu'on voit aussi les pouvoirs magiques du corps humain. Je sais pas si vous vous rappelez, juste avant, je vous disais que j'avais ces gros problèmes de dos, que j'étais à 2 doigts de me faire opérer parce que je n'arrivais même plus à marcher. Là-dessus, on m'annonce que j'ai mon cancer. Pendant quasiment un an, je fais tous mes traitements. Et quand tout est fini, d'un coup, je sais pas, j'ai un coup de clarté là. Je me dis, mais j'avais pas mal au dos avant. Et en fait, je n'avais absolument plus rien, plus mal au Mm. dos, que dalle. Et j'ai plus jamais eu mal au dos depuis. Mm. C'était il y a 7 ans. C'est fou Et ça. depuis, je me suis remis à la course à pied. J'ai refait des courses, j'ai refait des marathons, j'ai même fait mon meilleur temps sur marathon. Je fais du trail, je cours dans la montagne. Et on m'avait dit, non, non, monsieur Guérin, vous pourrez plus jamais courir, là, faut arrêter. Donc Mm. voilà, les pouvoirs magiques du corps humain. Ouais. De toute façon, on peut pas avoir plusieurs maladies en même temps, je pense. Le corps Ah, ah, ne peut pas s'exprimer de plusieurs façons. et généralement, ouais, c'est les pathologies, tu les prends une après l'autre, surtout quand c'est des gros trucs. Ouais. Enfin, après, peut y avoir plusieurs mots Oui, reliés, oui, 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 tout en à fait. termes de pathologie, oui. Mm. Bah, des grosses pathologies, bon, après, quand c'est des pathologies, enfin, je dirais plus bénignes. Quand c'est des pathologies, on va dire un peu moins graves, un peu moins violentes, tu peux avoir plusieurs trucs en même temps. Mm. Mais Mm. quand tu commences à arriver vraiment sur des gros trucs, généralement, t'en as un en même temps, t'en as pas 15. Mm. Ou alors c'est que vraiment t'as des trucs à expier de ta vie antérieure. Bref. Ok. Donc oui, effectivement, donc au bout d'un an, je retourne au boulot parce que, mais vraiment, là, pour le coup, j'y retourne en traînant des pieds, mais d'une force, tu peux même pas imaginer. Parce que, si tu veux, la prise de conscience, c'est, OK, ce que je fais, ça n'a pas de sens. C'était devenu une évidence. Euh, et là, je me dis, mais, OK, je sais ce que je ne veux absolument plus faire, mais je n'ai absolument aucune idée de ce que je veux faire. Et là, c'est vachement compliqué, du coup, parce que tu vois, Mm. là, je sors de maladie. Je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Je quitte mon boulot. Ouais, mais du coup, je fais quoi? Et du coup, si je quitte mon boulot, il y a plus d'argent qui rentre. J'ai une maison, j'ai des enfants. Enfin, comment on fait? Donc là, ça a été quand même assez compliqué, si tu veux, au niveau de ma tête. Mhm. D'autant plus que euh, j'ai fait une magnifique décompensation, si tu veux, après le cancer, parce que moi, le cancer, j'y suis allé en mode, ok, t'es un bonhomme. On y va, hop, on traite ça comme une grosse grippe, et puis une fois que c'est fini, c'est bon, on reprend notre vie comme avant. Mhm. Mais ça, c'était avant. Mm. Et en fait, quand j'ai eu fini tous les traitements, qu'on a tout fait, parce que du coup, il y a eu première opération, il y a eu plusieurs mois de chimio, réopération, plusieurs mois de chimio parce qu'ils avaient retrouvé des tumeurs, rayons et tout ça. Et une fois que je finis tout ça, je dis, ok, bah, je sais pas quoi faire d'autre, donc j'y retourne dans la même boîte pour faire le même job. Mm. Ben oui, parce I'm que back. forcément. Ben ouais, et en plus, j'étais bon dans ce job-là. Donc je me dis, et en plus, je rentre, je me dis, ah, ça va le faire, il n'y a pas de souci. De toute façon, maintenant, je sais comment c'est, je sais comment je suis, nanana. Je vais pas me laisser faire, tout va bien. Hop, Mm. je suis arrivé, mais ils m'ont eu, mais direct. Ils m'ont dit, hey, tu te rappelles le job sur lequel tu étais avant? Eh ben, vu que tu étais super bon, on va te filer le même job, mais tu vas même avoir le job du dessus parce que le mec qui était au-dessus de toi, il est parti et on va te le donner à toi.
Et là, bim, t'as le vieux truc, la vieille blessure t'es là derrière, là, qui se rouvre. Oh oui, j'y vais tout de suite. Oh là là. Mm. La Ils vont reconnaissance. m'aimer, ils vont reconnaître mes talents et tout ça. Bim, et j'y Mm. vais, mais direct. Et là, tu te dis, Mm. putain, franchement, on n'apprend pas de nos erreurs. Et par contre, bon, voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec tout ce qui s'était passé, là, pour le coup, je me rends compte, en fait, quasiment instantanément, au bout d'un mois, 2 mois, je me rends compte que ça sera pas fait pour moi. Et Mm. je leur dis, voilà, je vais partir. Alors, c'était un peu compliqué parce que vu que je venais d'arriver, fallait retrouver quelqu'un. Je dis, vous inquiétez pas, je vous trouve quelqu'un. Je trouve quelqu'un, je le forme, et après je m'en vais. Et au final, j'ai Mm. trouvé quelqu'un quasiment tout de suite. J'ai réussi à le former, et puis après, je suis parti. Donc ça, c'était chouette. Tu vois, ça veut pas dire qu'effectivement, Et comment t'as su au bout d'un mois que ça allait pas le faire? en fait, je l'ai senti. C'est assez dingue parce qu'avec tout ce qui s'était passé, parce que comme je disais tout à l'heure, tu vois, là, je me suis pendant toute cette période-là où j'étais malade, en fait, tous les jours, je faisais des choses pour moi, des choses où je me reconnectais à mon énergie, à l'énergie de la nature. Tous les jours, j'allais marcher pendant 2, 3 heures dans la forêt ou au bord de la mer. Tous les jours, je faisais du sport, même quand j'étais en chimio. Euh, je m'étais mis à la méditation. J'ai jeûné pendant mes chimios. Ça m'a, enfin, Ah, donc moi, c'est comme ça quand même que t'as connecté aux jeunes. ouais, en fait, le jeûne, je l'ai découvert sur mon lit d'hôpital. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que je raconte dans le TEDx que j'ai fait là il y a 2 semaines. Mhm. Je découvre le jeûne, en fait, sur mon lit d'hôpital, le premier jour de mon premier cycle de chimio. Je suis là, je suis allongé et je cherchais à cette époque-là tout ce que je pouvais mettre en place. Donc, j'avais vu qu'on pouvait faire des trucs en alimentation, qu'on pouvait faire des trucs au niveau énergétique, qu'on pouvait faire plein de choses. Et je tombe là, à ce moment-là, sur un documentaire sur Arte qui s'appelle Le jeûne, une nouvelle thérapie de Thierry de l'Estrade et de Sylvie Gilman. Et dans ce documentaire, en fait, il y a un moment où ils font des expérimentations sur des souris qui sont toutes atteintes d'un cancer et ils leur balancent à toutes des doses massives de chimio. Et sur Mm. ces souris, ils en font jeûner la moitié et l'autre moitié, ils les laissent manger. Et ben, il se trouve que quasiment toutes les souris qui ont mangé sont mortes et quasiment toutes les souris qui ont jeûné, d'une, elles sont pas mortes et de deux, elles ont l'air en excellente santé. Mm. Donc, si tu veux, à cette époque-là, il n'y a pas encore d'étude qui est sortie qui valide les résultats sur l'homme. Hein. Mais moi, si tu veux, je vois ça, juste, je me dis, mais c'est évident. C'est évident, mais je commence à jeûner tout de suite. Et c'est ce que j'ai fait. Mm. Donc, je venais d'arriver à l'hôpital et je commence à jeûner direct. Le mec, il me regarde avec des yeux bizarres. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Je touche pas à mes plateaux repas pendant 4 jours. Et, euh, et en fait, je me sens super bien. Je me sens super bien. La chimio, pourtant, en fait, la chimio était vraiment très, très lourde. Quand je te disais que c'était une saloperie, le gars me dit, bah voilà, vous êtes en bonne santé. Oui, à part ça, vous êtes en bonne santé, vous êtes sportif, vous êtes jeune. Ce qu'on fait, c'est on va vous balancer les 3 chimios les pires qu'on a et on vous les balance en même temps pendant 4 jours. Donc, Mm. je suis là, tu sais, avec mes poches de chimio, mes cathéters tout autour de moi. Ça fait un peu sapin de Noël. Et, et je tombe sur ce documentaire-là, je regarde et du jour, enfin, et instantanément, je dis, OK, je jeûne. Hop. Et c'était super parce que je me suis senti vraiment bien pendant cette première chimio, cette première grosse chimio. Sauf que ce que je savais pas, c'est qu'un jeûne, en fait, ça se prépare. Ouais, j'allais dire là, en fait, t'as décidé comme ça d'un instant à l'autre sans te préparer. Exactement. Et ça, Ouais, c'est pas une bonne idée du tout. C'est ouais, pas une bonne idée du tout parce que avant, je me suis baffré avant de rentrer au resto, avant de rentrer à l'hôpital justement en me disant, ben voilà, à l'hôpital, je vais manger que de la merde, donc ouais. là, je vais bien manger. Et puis pareil, quand je sors, trop content pour fêter ça, je mange 3 milliards de trucs. En plus, j'avais pas mangé pendant 4 jours, mais que des trucs en plus qu'il fallait pas. T'as des trucs gras, genre la quiche Lorraine, gratin dauphinois avec du lard, tarte au citron meringuée, tiramisu. Enfin, je me fais péter le bide et c'est vraiment le cas. Mais, et puis Et, surtout surtout quand le cancer est sur les cellules graisseuses. bah oui. Ouais, Enfin bref. Et en fait, là, mon corps, il me fait payer, mais direct. Direct. Il ouais. me dit, gars, pas bon, là, c'est pas bon ce que t'as fait. Et là, je suis malade pendant quasiment une semaine. Et en fait, mon Mm. corps, il expulse toutes les toxines, tout ce qui peut sortir, il le sort, mais par tous les pores de ma peau. Je fais de l'herpès généralisé, je fais du psoriasis, je fais des hémorroïdes, mais des trucs, mais avec une violence que j'avais jamais eu, tu vois. Mm. Et des trucs que j'avais jamais eu avec une violence que j'avais jamais eu. Je me suis dit, ah, j'ai dû me louper quelque part. Ouais, et puis en même temps, tu savais pas si c'était l'alimentation ou si c'était la chimio. Ben, tout le monde avait dit, ah, la chimio, c'est pendant la chimio, tu vas voir, ça défonce un peu. Alors que moi, putain, Mm. pendant 4 jours, ça se passe hyper bien. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Et effectivement, du coup, juste après, je me renseigne sur comment on fait un jeûne. Je contacte des professionnels du jeûne, je leur demande de me suivre, de m'expliquer comment ça se passe, le protocole, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Euh, et je me dis, ouais, en fait, j'ai vraiment fait que de la merde. Je pouvais pas faire Mm. pire pour mon corps. Et une fois que je sais tout ça, je me dis, bah ok, la prochaine chimio, je jeûnerai, mais je jeûnerai bien. Je ferai ça bien. Mhm. Et effectivement, quand j'arrive au cycle de chimio d'après,
et où je jeûne, mais là pour le coup je fais une bonne préparation, je fais une reprise derrière et tout ça. En fait, ça se passe hyper bien. Ma chimio, elle marche de folie. Enfin, j'ai quasiment pas d'effets secondaires. Euh, voilà. Et à ce moment-là, je me dis bon, ok, maintenant chaque fois que je ferai une chimio, je jeûnerai. Alors je dis pas, attention, hein, je dis pas si vous avez un cancer, faites du jeûne. Absolument pas. Je parle juste de l'expérience que moi j'ai vécue en France. On n'a pas le droit de parler de jeûne thérapeutique. C'est considéré comme pratique illégale de la médecine. Donc voilà, je n'invite personne à faire du jeûne en même temps que la chimio. Je vous dis juste que moi je l'ai fait et que voilà, là je vous parle de mon expérience. Oui. Oui, puis on n'est pas là dans un podcast pour donner des conseils médicaux. Hein. Exactement. C'est juste un partage et un témoignage. Exactement. Ok, donc oui, donc tu connectes, enfin tu expérimentes le jeûne à ce Ouais. moment-là. Je l'expérimente le jeûne et puis effectivement pas que, tu vois, le fait de partir marcher dans la nature, je me rends compte à ce moment-là que je le ressentais avant, mais je pense que c'était quelque chose que j'avais toujours mis un peu de côté ou j'acceptais pas ou j'y faisais pas attention. Mais à ce moment-là, je me rends compte vraiment que le fait d'aller marcher dans la nature, vraiment dans la nature, pas au bord de la route, en fait, ça me nourrit en énergie, ça me remonte. Tu vois, comme si voilà, l'énergie que j'avais perdue pendant la journée, hop, le fait là d'aller marcher dans la nature, je l'absorbe et puis ça va tout de suite mieux, tu vois, je me sens vraiment bien. Je me mets à la méditation aussi. Et là, ça me fait un bien de dingue parce que moi, dans ma tête, il y a toujours 10 milliards de trucs qui percutent dans tous les sens tout le temps. Et là, ça me permet d'apaiser un peu tout ça, tu vois, de faire, de gagner en clarté, de gagner un peu en zénitude, de trouver du calme qu'en fait, j'avais jamais trouvé. Sauf que je m'en rendais pas compte avant parce que c'était mon quotidien. Donc, pour moi, c'était normal. Ouais, on a Et, eu aussi un très beau, il y a un très bel épisode avec Julien Perron qui partage aussi ses routines, sa pratique méditative, etc. et ouais, et tu vois, voilà, euh, tout ça, c'est ça plus effectivement, juste la nutrition, l'alimentation, c'est des choses que j'ai mis en place à ce moment-là et qui en fait, mises tout ensemble, mises bout à bout, ça m'a vraiment permis, je pense, et je le ressens vraiment comme ça dans mon corps, ça m'a vraiment permis d'aller beaucoup mieux et ça m'a vraiment permis, associé effectivement à la médecine allopathique, d'être encore là aujourd'hui et puis surtout d'être en pleine forme, pleine énergie et d'avoir juste une envie, c'est continuer à avancer, de créer des trucs. Enfin, je sortais de mon jeûne, j'étais dans un état de dingue, j'étais super bien, j'étais en pleine forme, pleine pêche, quoi. Ouais, puis enfin souvent aussi, je pense que ça fait partie des premières phases d'éveil où tu as l'impression de découvrir tellement un nouveau monde que tu as cette soif en fait aussi tu as cette curiosité, cette soif d'en savoir plus, d'apprendre, de connaître, Et c'est ça. Ouais. C'est juste dingue parce qu'en fait, en fait, j'ai eu l'impression, si tu veux, de soulever un bout de voile, tu vois, comme si, voilà, Ouais. il y avait une table énorme, il y avait 1 milliard de trucs dessus et juste, moi, j'ai soulevé le point et déjà rien que ça m'a transformé. Et, et en fait, t'as juste envie de tirer un peu plus et un peu plus et un peu plus et de voir ce qui se passe. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, on parlait effectivement, tu me disais, cette première phase d'éveil, c'est vraiment ça, c'est cette première phase d'éveil. Et depuis, tous les jours, je tire un peu plus de voile, je découvre de nouveaux trucs, j'expérimente de nouvelles choses, et c'est dingue. C'est dingue. Enfin, en tout cas, moi, j'adore ça, et ça me permet vraiment de grandir, de grandir en connaissance de moi, en connaissance de mes capacités, de mon leadership, de ce que je mets en place, de la manière dont j'attire les gens, même magnétiquement, tu vois, enfin, il y a plein de trucs. Moi, je sais pas jusqu'à quel point on peut parler de trucs comme ça sur le podcast, mais bon, voilà. En Ah tout cas, il y a bah plein de... vas-y, attends, bon, évidemment que tu peux parler de tout ça. voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, et plus ça va, et plus je m'y connecte, et plus c'est puissant. Et c'est ça Ouais. qui est dingue. C'est ça Ouais. qui est dingue. C'est qu'en fait, Ouais, et puis à force, aussi t'as parce l'impression de pas que avoir de limite, hein. T'as l'impression ouais, de pas c'est avoir de ça. limite. On n'en a pas, en fait. On n'a pas de limite, on a que nos propres limites. Mais à partir du moment où tu as les déclics que, en gros, tu es là pour être heureux, en fait, tu n'es pas là pour te faire chier. Que de Exactement. toute façon, la vie veut ton bien et qu'elle est là pour te soutenir et pas pour te punir. Que à partir du moment où tu comprends aussi que tout ce que tu manifestes, tu en as la responsabilité. Exactement. Tu reprends je dirais pas le contrôle, mais tu reprends la maîtrise. Et ouais. Et après, ce sont des ajustements permanents. Mais c'est ça. Et, ouais. Ça veut pas dire qu'une fois que tu as commencé à aller fureter un peu là-bas dedans, tout est tout rose, tout est tout beau. Ça veut juste dire que voilà, tu as commencé à découvrir de nouvelles choses qui te permettent
d'avancer sur ton chemin. Mm. Et en fait, il y a pas très longtemps, on me parlait de ça, dit oui, mais comment tu fais pour atteindre l'équilibre? J'ai dit mais en fait, il y a pas d'équilibre. Il n'y a pas C'est d'équilibre. Mm. tu passes ton temps à passer d'un déséquilibre à l'autre. Ouais. Sauf que tu apprends justement à le reconnaître plus rapidement, cet état de déséquilibre, et t'as plus d'outils pour justement rebasculer de l'autre côté et ajuster et faire en sorte que le déséquilibre soit de moins en moins violent, moins ample, on va dire. Et Mais tu apprends même à l'apprécier, ce déséquilibre. exactement, Mm. exactement. Et alors, tu fais partie de ces entrepreneurs qui ont choisi d'entreprendre pour servir plus grand, dès le début. Ouais, exactement. Euh, donc, qu'est-ce que ça représente pour toi, l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat en tant que tel, pour moi, c'est plus enfin, un outil et une manière d'être. En fait, euh, moi, ça me permet justement d'avoir une certaine liberté de choisir euh, mes contraintes et où justement je vais mettre mes priorités et mon énergie. Euh, Mhm. Ça me permet d'avoir les coups des franges pour faire un petit peu ça et surtout pour aller vraiment où moi j'ai envie d'aller. C'est vrai qu'effectivement, quand tu as un patron, quand tu as des horaires, quand tu as des contraintes de job, et on te demande de faire des trucs, même des fois qui n'ont pas de sens, euh, au niveau de ton énergie et au niveau de ton implication, c'est un peu compliqué. Et puis surtout, c'est pas forcément là que tu as envie d'aller. Alors, il y a des personnes qui ont la chance d'avoir des jobs en tant que salariés et ils font des trucs qui les font vraiment vibrer, mais moi, dans ce milieu-là, ça, j'arrivais pas à m'épanouir. Là, le fait d'effectivement de, d'avoir, on va dire, le champ des possibles complètement ouvert, ça me convient très très bien. Et je m'épanouis là-dedans. Mhm. Ce qui veut pas dire que, encore une fois, c'est tous les jours facile, c'est tous les jours rose. Au contraire, comme tu disais, la vie, c'est une suite de déséquilibres. Dans le monde entrepreneurial, faut aussi avoir des moments qui piquent, des moments qui piquent bien d'ailleurs. Ouais, ouais. Et faut voilà, c'est vrai que moi, c'est vraiment important cette notion de bien-être de l'entrepreneur, parce qu'en fait, si toi t'es pas bien en tant qu'entrepreneur, ta mission de vie et ta mission en tant qu'entrepreneur, ton job, ce que tu mets en place, ça peut pas fonctionner. Si toi t'es pas bien, ça peut pas fonctionner. Ouais, puis ça a un impact sur tes clients aussi. Ben oui, Mm. forcément. Mm. Et alors, j'ai perdu la question que je voulais te poser. Euh, alors, avant de poursuivre sur ta vision de l'entrepreneuriat, Mhm. euh, justement pour faire la transition dans la suite de la conversation, Mhm. avec quoi t'aimerais que les auditeurs repartent de cette conversation? C'est une très bonne question. Je te remercie de me l'avoir posée. Alors, avec quoi j'aimerais que les auditeurs repartent euh, avec vraiment la prise de conscience que c'est vraiment important de prendre soin de soi. Et quand je dis prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps et prendre soin de son esprit, de son mental, de ce qu'on a dans la tête. Parce que, et en fait, on en revient exactement à ce qu'on disait juste avant. Euh, si en tant qu'entrepreneur, on n'est pas bien, derrière, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne, ou alors ça va mal fonctionner. Ou à un moment, ça va dérailler. Parce que derrière, ça va Mm. impacter à la fois le job, ça va impacter les clients, ça va impacter la famille, ça va impacter la santé. En fait, voilà. Et en tant qu'entrepreneur, on peut pas se permettre ça. Parce que on a des clients à servir. Parce que notre principal outil de travail, c'est nous. Si l'outil il est défectueux, si l'outil casse, derrière, il n'y a plus rien qui marche non plus. Donc voilà, c'est vraiment très En fait, très important. la chance qu'on a, c'est que autant dans une posture salariée, on va plutôt facilement se mettre en soumission ou en victime Mm, pour avoir un salaire, exactement. alors que là, en tant qu'entrepreneur, c'est justement aussi toujours cette notion d'argent qui Mm, va nous forcer quelque part à aller trouver des solutions. exactement. Mm. Exactement. Parce que si toi tu fais pas ton job comme il faut, si t'as pas les solutions, si t'es pas aligné, l'argent il va pas rentrer. Mm. Et ça qui est assez marrant, c'est qu'effectivement, quand c'est vraiment pas aligné, généralement ça rentre pas. Alors, il y en a pour qui ça marche, hein, de ne pas Il être y en a pour qui aligné ça et que marche, ça c'est rentre. vrai, Hein, oui. c'est vrai. En tout cas, Mais moi, pas quand on a pas quand on a une sensitivité. bah non. Mm. Moi, je me suis rendu compte d'un truc quand même assez dingue, grâce aux jeunes notamment, aux jeunes et à la marche dans la nature, parce que je vais assez souvent marcher sur le chemin de Compostelle aussi. J'y vais en mode détox, soit pour moi tout seul, soit j'amène des groupes. Mais là, c'est pareil. Il y a des choses qui se passent sur ce chemin au niveau énergétique et d'autres.
qui font vraiment une grosse différence. Et je Hmm. sais absolument plus pourquoi je parlais de ça. Tu C'était pas... parlais juste, fallait juste que tu parles de Compostelle, parce qu'on en a parlé Non, dans l'épisode précédent avec Lionel. c'est vrai? Ah, oh là là. Non, mais j'écoute, je sais pas pourquoi je parlais de Compostelle, je parlais de l'histoire Oui, d'alignement, oui. Tu parlais d'alignement, on parlait d'argent. d'argent aussi. Et tu voulais parler du jeûne, Ouais, donc en fait, le jeûne et Compostelle, les deux, ça la avait été. sensitivité. Ouais, on parlait de Ah la oui, sensitivité. et ouais, c'était vraiment sur ce chemin-là que je me suis reconnecté vraiment à mon intuition grâce au jeûne et grâce au chemin de Compostelle. Dans les deux cas, je me suis rendu compte que euh, ça me permettait à un moment donné de regagner en clarté, en clairvoyance au niveau du mental et surtout de me reconnecter à la fois mes sensations, mes émotions et mon intuition. Et en tant qu'entrepreneur, et là je parle vraiment de mon cas à moi, parce qu'effectivement c'est peut-être pas le cas pour tous les entrepreneurs, moi je me rends compte que dès que je bascule dans le mode faire et que je suis dans OK, je suis dans l'opérationnel, il faut que ça avance comme ci, comme ça, je prends des décisions, et je commence à faire 10 000 plannings, des to-do list dans tous les sens, nanana, où je me déconnecte de mon corps et où du coup bah, je me fais passer au second plan, eh ben, très rapidement ça fait de la merde. Au niveau de mon Hmm. business, ça fonctionne pas, ça fonctionne plus, ça fonctionne mal, mais ça fonctionne pas comme ça devrait. Mhm. Et quand je me reconnecte à ça, que ce soit par le jeûne ou quand je vais sur le chemin de Compostelle, eh ben, alors, on peut dire que c'est complètement perché, mais quasiment à chaque fois, dès que je me reconnecte à ça, que je me reconnecte aussi à mon intuition et à mes émotions et à mes sensations, et ben derrière, ça se remet, il y a tout qui s'aligne. Et en fait, là, tu as des trucs de dingue qui se passent. T'as des jobs qui te tombent dessus que t'as pas demandé, t'as des gens qui te contactent que t'as pas demandé non plus. Il y a des super opportunités qui apparaissent, tu fais des rencontres de dingue et tu dis bon bah ok. Enfin, en tout cas, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai pu mettre le doigt. Et voilà, pour moi, c'est vraiment très très important. Et ça, je le retrouve vraiment que quand je fais attention à moi en tant que personne, en tant Oui, qu'entrepreneur, quand je me reconnecte à mon corps et à mon mental. Et si je le fais pas, ben voilà, je sors du mode être, je rebascule dans le mode faire et ça fait du caca. ouais. Et aussi parce que, comme tu nous le partageais tout à l'heure, quelque part, ce qui a créé le cancer, c'est le besoin de reconnaissance, Mm. euh, qui en soi est un besoin légitime, sauf que il devient toxique quand on l'attend de l'extérieur. Bah, c'est ça. Et en fait, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que quand tu prends soin de toi, quand tu es dans l'être finalement, tu es dans cette conscience que la reconnaissance est déjà en toi. En fait, tu te reconnais. Exactement. Je me reconnais, je m'honore. Ouais. Je m'honore en tant que personne, je m'honore en tant qu'entrepreneur, que père, que mari, en fait, je m'honore en tant qu'être. Et, euh, et le fait de se reconnecter à ça, d'oser se reconnecter à ça aussi, parce que c'est pas toujours évident, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mm. Après, ça devient beaucoup plus facile et après, ça devient même une évidence. Mais c'est vrai qu'au début, quand on n'est pas là-dedans, c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, oui, c'est quasiment instantané. Quand je suis pas là-dedans et que je m'honore pas, et ben en fait, enfin, que je m'honore pas, que ce soit sur tous les sens du terme, physique, mental, et que voilà, je sors de ce mode être, je rebascule dans le mode Mm. faire très rapidement. Ça bascule du mauvais côté de la force. Ouais. Et puis alors, on va préciser que ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut Ah non, simplement dire que tu fais à non, non, partir d'un espace conscient où effectivement tu es dans la reconnaissance de toi à toi exactement, et dans l'être. Et à ce moment-là, poser des actions ou prendre des décisions à partir de cet espace, c'est ça qui change tout. exactement. Mm. Et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu justement, parce qu'on a commencé à l'aborder là, de cette notion d'argent. Quelle est la place que tu donnes à l'argent pour, voilà, dans ton entreprise, dans ta mission spirituelle? Est-ce que tu aimerais nous parler de ça? Ouais, écoute, c'est une bonne question parce que c'est vraiment une question sur laquelle je me penche pas très souvent. Euh, Quelle est la place de l'argent? Aujourd'hui, si tu veux, euh, quand j'ai vraiment voulu partir sur ce type d'entreprise-là, donc moi, je suis ma société, c'est une société dont le but, dans la mission, c'est vraiment d'aider les gens à aller mieux de manière générale. C'est la quête du mieux-être, que ce soit dans le corps, que ce soit dans l'esprit, le mental. Euh, c'est vraiment comment faire pour aider les personnes qui en ont besoin, et c'est-à-dire tout le monde, à aller bien. Euh, et si tu veux, cette mission-là, ça me vient effectivement
pense que je l'ai toujours eu en moi. Ça a été exacerbé suite à la maladie, suite à tout ce que j'ai pu mettre en place par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, je ressens ça vraiment comme une mission de vie. L'argent a forcément sa place, parce qu'en tant qu'entrepreneur, ça a sa place, et je suis pas là pour faire des trucs gratuitement non plus. Mais il y a une vraie mission derrière. Tu vois, Mhm. l'idée, c'est vraiment d'aider les gens à aller bien. Euh, mais effectivement, tout ça, ça passe par un certain niveau d'expertise, un certain niveau d'exigence, un certain niveau de service. Et ça, forcément, ça a un coût aussi. Et autant au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, ah non, mais je peux pas faire payer les gens, ou pas beaucoup, quoi que ce soit. Parce que tu te sens, enfin, au début, je me sentais pas légitime. Je me suis dit, bon, bah, ok, non, mais de toute façon, dans le milieu, ça se fait pas. En fait, non. Tout a un prix, tout a une valeur. Euh, je suis pas là pour faire des tarifs prohibitifs non plus. Je suis pas là pour extorquer les gens, mais tout ce que je fais, ça a quand même un sens. Il y a des années de Oui, puis travail derrière, il y a des années d'expertise. je précise juste qu'il y a des gens qui ont des tarifs très élevés et c'est pas pour Hmm. ça qu'ils sont escrocs, je précise. Exactement. Non, non, Ouais. mais exactement. Moi, si tu veux, enfin, la vision que j'avais moi, je me disais, je peux pas faire payer des gens plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros pour leur faire ci ou ci ou ça. Mhm. Euh, et en fait, c'est ça, ça a quand même une vraie valeur. Donc, oui, si Mhm. je suis tout à fait aligné aujourd'hui avec ça. Euh, et pour moi, l'argent, c'est vraiment, c'est à la fois pour moi, enfin moi, ma famille et mes proches, faire en sorte qu'on puisse vivre confortablement, mais c'est aussi et surtout pour pouvoir permettre à mon entreprise de se développer comme j'aimerais la développer, si tu veux, par rapport à la vision que j'en ai. Mhm. Et aujourd'hui, si tu veux, il y a certaines parties de cette vision-là qui sont en train de se mettre en place. Il y en a certaines qui sont déjà en place, certaines qui sont en train de se mettre en place. Mais ouais, j'ai encore 10 000 idées et 10 000 envies. En fait, la vision globale sur le papier, dans ma tête, elle est hyper claire. Mais voilà, là, je suis juste au début du chemin et il reste encore beaucoup de choses à faire. Et ça, je peux pas le faire seul déjà. Donc, euh, il faut. J'ai vraiment envie de travailler avec une équipe pour m'aider à avancer sur mes différents projets, sur les différents produits. Et pour ça, bah, il faut aussi qu'il y ait de l'argent qui rentre. Mhm. Je peux pas avancer et payer les gens avec de l'air et des fleurs. Bien Donc sûr, et puis ouais. je suis Mhm. complètement aligné avec ça, si tu veux. Et il n'y a pas de souci. Oui, et puis je lisais récemment que la plus grande erreur qu'on ait fait dans l'histoire de l'argent, c'est de lui donner une valeur. Ouais, exactement. Parce que c'est pas l'argent en lui-même, c'est pas le chiffre qui a de la valeur, c'est juste c'est ce qu'on en fait en fait. Mm, tout à fait. Et voilà, que tu aies un projet qui nécessite 1 000 € ou qui nécessite 100 millions, peu importe, en fait, ça va pas changer la valeur du projet. Par contre, ce qui change, c'est l'intention du projet. Mm. Et qu'est-ce qu'il sert. Euh, Et donc, en ce moment, justement, tu vois, c'est intéressant. Je pense que tu es le premier. Alors, t'es pas le premier solopreneur dans Mhm. le podcast, mais par contre, tu es le premier à être, comme toi, tu le définis, au début du chemin. Ouais. Même si le début du chemin, finalement, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il commence. Mais euh, quels sont tes challenges aujourd'hui pour manifester cette vision? Moi, mes challenges, en fait, il y en a plusieurs. Le premier, c'est c'est déjà de réussir à me canaliser parce que j'ai tellement d'envie et tellement d'idées et cette vision, si tu veux, elle est tellement claire dans ma tête et depuis avant même que je lance la boîte que, que j'ai du mal, si tu veux, à pas partir dans tous les sens à pas me disperser. Mhm. Voilà. Donc ça c'est le premier souci pour moi. Le deuxième, enfin c'est un souci, c'est pas vraiment un souci, mais en tout cas c'est une difficulté. La deuxième, c'est que j'adore intrinsèquement créer des projets, lancer des choses. Ça c'est vraiment un truc que j'adore. Donc du coup, je suis obligé de me restreindre et de me contenir pour pas partir sur 10 000 trucs en parallèle. Mhm. Et aujourd'hui, mon plus gros challenge, ça serait, enfin, c'est d'ailleurs, c'est de m'entourer d'une équipe qui soit vraiment alignée avec à la fois mes valeurs, avec ce que je veux faire, avec ma vision, pour qu'on arrive à aider vraiment tout le monde je dirais le plus rapidement possible, en tout cas le mieux possible. Mhm. C'est vraiment faire en sorte que les briques que j'ai déjà construites, je puisse m'appuyer sur d'autres personnes pour prendre le relais, pour m'aider, pour m'appuyer, afin que moi je puisse libérer du temps pour créer d'autres choses, pour mettre en place d'autres choses, pour faire évoluer d'autres choses, pour aller justement vers cette vision-là. C'est surtout un problème de. Puis bon,
avec ça, il y a effectivement le problème de, comme tu disais juste avant, d'argent, parce que ces personnes-là, je peux pas les faire rentrer si je génère pas d'argent non plus. Je peux pas travailler gratuitement. Donc voilà, il y a à la fois l'organisation, l'argent, et puis cette histoire de priorité euh, avec laquelle je joue un peu tous les jours et avec laquelle je me bats un peu tous les jours. Et Et juste, je rebondis sur l'histoire de l'argent, tu vois, là, effectivement, si là je levais un peu, enfin, je levais une certaine somme d'argent, ça me permettrait effectivement de commencer à embaucher des gens, ce qui me permettrait d'accélérer aussi, de basculer sur mes autres projets. Donc, l'argent, c'est pas tabou. L'argent, c'est juste une manière de pouvoir, de pouvoir développer ton business et de pouvoir, en tout cas dans mon cas, aider encore plus de gens plus rapidement. Donc, je suis complètement à l'aise avec ça. Oui, J'ai pas de souci. Puis voilà, moi j'ai une vision, enfin j'ai un concept de l'argent qui est que ça, c'est pas à l'extérieur pour que ça vienne en nous. En fait, ça part de nous. Et mais tu sais, dans la culture judéo-chrétienne, il y a aussi cette croyance de devoir donner, de devoir être généreux pour recevoir. Exactement. Sauf que, encore une fois, ça dépend d'à partir de quel espace tu donnes. Si tu donnes à partir d'un espace où toi, tu es vide, où tu crois ne pas être assez, être imposteur, manquer de légitimité, manquer d'amour, de reconnaissance, etc., tu n'as rien à donner aux autres. Donc, tu ne peux rien recevoir. Par contre, à partir du moment où tu donnes en étant dans cet espace d'amour envers toi, de reconnaissance envers toi, de sécurité intérieure, de saine estime de soi, là, tu as tout à donner parce que quelque part, tout est en abondance à l'intérieur de toi. Et c'est à ce moment-là que la vie te donne en abondance. Et moi, j'aime beaucoup utiliser le mot, la notion de conscience. Parce que pour moi, on n'est pas dans une atteinte d'objectifs financiers ou même de levée de fonds ou de chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. On est juste en train de s'élever à des prochains niveaux de conscience. Et toute la matérialité qu'il y a autour de nous dans notre vie à l'instant T est le reflet de notre niveau de conscience actuel. Là, je ne peux que valider. Et tu vois, ça nous met, tu vois, on ne peut pas être victime en fait. Et je pense que c'est ça qui est d'autant plus le challenge en tant qu'entrepreneur. Tu parlais de liberté tout à l'heure, mais en fait, le vrai challenge de l'entrepreneur, c'est cette liberté. Parce qu'on est 100% responsable et ça se voit encore plus que les autres. Ouais, tu disais, on peut pas être victime. En fait, on peut choisir d'être victime. Oui, bien sûr, on peut le choisir, tout à fait. Oui, mais on peut le choisir de manière consciente ou inconsciente. Et c'est vraiment quand on arrive à sortir de cet état-là et qu'on arrive à prendre conscience de ce qu'il y a autour et de ce qui est plus grand autour et voilà, et que finalement on arrive à s'élever et que c'est là que les belles choses se passent. Et donc, comment tu fais toi dans ton quotidien d'entrepreneur pour continuer à t'élever? Oh là, vaste programme. Non, mais il y a effectivement toutes les méthodes, les pratiques dont je te parlais au début qui me permettent vraiment de faire attention à moi, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Mais il y a aussi tout ce qui permet justement. En fait, je pense que tiens, c'est marrant, tu vois, je l'avais pas conscientisé avant. C'est déjà le fait de s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Je me rends compte que plus ça va, plus les gens que je côtoie m'aident et me font avancer. Tout à l'heure, on parlait de cette histoire de voile. J'ai l'impression que plus ça va, plus je rencontre des gens qui vont me permettre de tirer d'autres parties du voile et qui vont m'aider à découvrir d'autres choses, qui vont m'aider à évoluer, qui vont m'aider à changer. Et ça, c'est assez bluffant. Mais ça arrive que quand tu es ouvert à ça. Comme tout dans la vie. Quand t'es pas ouvert, ça arrive pas. Quand t'es ouvert, ça arrive. Sans parler d'abondance et ainsi de suite. Mais bon, on pourrait. Bon, l'abondance, c'est un terme qui est dans le dictionnaire français. Exactement. Tout à l'heure, tu parlais de ta vision. Tu disais qu'elle était très claire depuis longtemps et même avant d'avoir créé l'entreprise. Est-ce qu'il y a un moment où tu l'as reçue, cette vision?
Alors là, et en fait, c'est exactement ça. C'est marrant que tu dis ça. C'est le moment où tu l'as reçu. Ouais. Et c'est quelque chose que j'avais pas conscientisé, si tu veux, avant, il y a pas très longtemps, avant il y a 2-3 ans. Mais je me rends compte que dans ma vie, il y a beaucoup de choses que j'ai reçues comme ça. Mhm. Euh, et ça arrivait vraiment, mais d'un coup, comme si je l'avais téléchargé. C'était instantané. Et, euh, et c'était là. Et tu vois, j'ai effectivement la vision de la boîte, c'est un jour, bah, je travaillais justement, ok, qu'est-ce que je pourrais faire? J'avais fait du coaching et tout ça avant, je me suis fait aider, mais un jour, c'était une évidence. Ça m'est arrivé comme si je l'avais téléchargé, et je voyais exactement ma boîte dans 5 ans, dans 10 ans, là où on en était, ce que je voulais en faire. C'est même pas ce que je voulais en faire, c'est que bon, dans ma tête, c'était déjà là. Tu vois, c'est comme quand tu fais une projection, n'importe quoi, je vois la boîte dans 5 ans, dans 10 ans. Et je me rends compte que ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, et notamment au niveau artistique. Il y a plein de moments dans ma vie où d'un coup, je me suis mis à faire une forme d'art en particulier, alors que j'avais jamais fait ça avant, mais c'était alors que j'avais jamais fait, d'un coup, hop, je faisais, et puis je faisais bien, si tu veux. Enfin, Mhm. je me suis mis à la peinture un jour, enfin, j'avais jamais fait de peinture de ma vie. Je faisais un peu de dessin quand j'étais jeune, mais un jour, je me réveille, paf, j'ai un tableau dans la tête. Et je l'ai dans Mhm. la tête. Et, euh, et je me lève, je vais acheter une toile, je vais acheter des peintures, et je fais mon tableau. En fait, j'ai juste eu à recopier ce que j'avais dans la tête. Et ça a duré comme ça pendant 1 an, pendant 2 ans. Mes tableaux, je les enchaînais à une vitesse assez dingue. Et en plus, c'était des trucs vraiment, vraiment chouettes, quoi. Et, euh, et j'ai fait ça pendant ouais, quasiment 2 ans. Et puis, d'un coup, hop, ça s'est arrêté, plus de tableau. Et puis après, pouf, tiens, des photos. Je voyais des trucs, des scènes, des mises en scène. Et je me suis mis à la photo, et j'ai commencé à faire des photos que je voyais dans ma tête. Et puis ça a bien marché, tu vois, j'ai été exposé plusieurs fois dans des galeries et tout. Euh, et pareil, la photo, pouf, ça s'est arrêté d'un coup. Et puis après, ça a été la musique. Et puis après, ça a été l'entrepreneuriat. Donc c'est marrant Donc que tu parles à de chaque ça. fois, à chaque fois, c'est une image. C'est une image, ouais. Ouais. C'est une image. Je vois un truc. En fait, je vois un truc fini. Mm. Et j'ai plus en fait, à mettre ce qu'il faut en œuvre pour aller vers ça. Mhm. Et Bah aujourd'hui, oui, c'est un peu ça. ouais. Bah, en neurosciences, enfin, tu vois, on dit que c'est comme ça que ça fonctionne parce que pour le cerveau, quand tu visualises quelque chose 3 fois, ça passe dans la case souvenir. Et quand ça passe dans la case souvenir, ça veut dire qu'il a été réalisé dans la matière. Ça me Donc à plaît, ce ça. moment, et c'est à ce moment-là que effectivement la matière rend cela possible. Hmm. C'est voilà, ça fait partie des lois universelles. Très bien. Donc c'est chouette que donc si tu veux, toi tu reçois les images comme ça, mais Mhm. sache que tu peux aussi les créer. Oh, bah oui, 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 ça, Mm, oui, c'est clair, mm, c'est clair. Et après, enfin, cela dit, tu vois, cette fameuse image, cette fameuse vision, euh, je l'ai. Et après, effectivement, avec le travail que tu fais avec les uns, avec les autres, avec ce que tu apprends, ce qui arrive en plus et tout ça, cette vision, tu la changes aussi. Donc là, c'est effectivement, tu la crées, tu la mhm. modifies, mais effectivement, il y a enfin, à la base, ça a quand même été téléchargé à un moment donné. Ouais. Et en fait, tu la télécharges à partir du moment où, enfin, tu la reçois Mhm. parce que ton niveau de conscience équivaut à une fréquence vibratoire qui est équivalente à la fréquence vibratoire de ta vision ou de cette image ou de ce que ça représente. Donc, quand la fréquence vibratoire arrive au même niveau, comme ça passe en loi de résonance, tu reçois à ce moment-là cette vision. Hmm. Et tu dis qu'elle a évolué. Ouais. Comment elle a évolué, cette vision? Bah, elle a évolué, encore une fois, grâce aux personnes que j'ai pu rencontrer. Parce qu'en fait, euh, tu vois, on parlait tout à l'heure de cette histoire de se reconnecter à ses émotions, à ses sensations, et surtout à son intuition. Euh, Mhm. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'attire certains profils d'entrepreneurs, j'attire certains profils de personnes, et c'est très souvent des personnes qui vont m'aider à avancer sur mon chemin, qui vont toujours Mhm. m'apporter des choses. Voilà, surtout un truc que j'ai appris ces dernières années, c'est que seul, on dit toujours seul, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. En fait, moi, c'est juste seul, on va pas très loin. Mhm. Quand tu es tout seul, tu t'épuises, et puis quand tu es tout seul, il y a personne avec qui confronter tes idées, il y a personne qui va t'aider à évoluer. Et Et surtout que seule, on ne sait pas où elle est. bah, c'est ça. Ouais, T'es un peu perdu quand même quand tu es tout seul. ouais, ouais. Et là, en fait, j'arrête pas de rencontrer des personnes qui consciemment ou inconsciemment me permettent moi d'avancer sur mon chemin.
Mhm. Parce que il m'apporte des compétences, il m'apporte des réflexions. Il y a des choses qui se passent en résonance, des choses qu'ils vivent eux, auxquelles moi j'assiste, que ce soit en tant que coach ou en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'ami ou en tant que spectateur, et qui font que bah forcément ça fait évoluer, ça me fait moi évoluer dans mon chemin, dans ma vision. Et puis petit à petit, bah ça s'affine, ça s'affine, ça s'affine, et je me rends compte que ça devient de plus en plus pertinent. Mhm. Effectivement, la vision que j'ai eue la première fois, je trouvais qu'elle était déjà pertinente. C'était déjà un beau projet. Mais plus ça va, plus ça s'affine. Effectivement, le mastermind qu'on a fait avec Alexandre, Dana, avec tous les autres entrepreneurs. Tout à l'heure, tu parlais de Nolwenn aussi, enfin, il y en avait plein d'autres. Pour moi, ça a été assez magique parce que ça m'a bousculé à la fois dans mes, dans mes croyances, ça m'a bousculé enfin, au niveau de enfin, au niveau des compétences, si tu veux, de l'entrepreneur. Et ça m'a permis d'avoir une vision complètement différente, forcément, grâce à ces personnes-là qui avaient déjà aussi vécu des choses comme ça. Et tout Mhm. ça, bah, ça permet de grandir. En fait, c'est juste une opportunité de grandir, tout ça. Tout à l'heure, on parlait, tu vois, il y a Oui. 7 ans, bah, tout ce qui s'est mis en place, tout ce qui s'est passé m'a permis de grandir au niveau spirituel et au niveau de moi, de l'attention à mon corps et tout le reste. Et là, souvent, en plus de tout ça, parce que je m'éveille aussi à plein de choses autres, mais vraiment au niveau personnel, euh, bah, là, ça me permet aussi de grandir en tant qu'entrepreneur. Et je suis profondément reconnaissant pour tout ça. Et je me dis que la plus belle des choses, c'est de s'entourer des personnes à la fois inspirantes, des personnes compétentes. Et c'est comme ça qu'on peut avancer, enfin, quel que soit le domaine, que ce soit l'entrepreneuriat ou que ce soit n'importe quel autre domaine de vie. Et puis, j'imagine que grandir est en lien avec ton pourquoi. Bah, forcément, forcément. Enfin, pour moi, ça me viendrait même plus aujourd'hui à l'idée de grandir dans une direction qui n'est pas reliée à mon pourquoi. Mm. Euh, enfin, ça serait même pas possible. Instinctivement, j'irais pas là-dedans. Parce que tout, Mm. tout ce qui m'attire, c'est tout ce qui me permet de grandir. Et si ça me permet de grandir, ça me permet d'évoluer et d'aller dans la direction enfin, de ma mission, de mon pourquoi, de pourquoi je suis là, de pourquoi je veux aider les autres, et, euh, et juste pourquoi je le fais pour moi aussi. Est-ce que grandir est ton pourquoi? Grandir est mon pourquoi? Non. Grandir, Mm. c'est un T'aimerais moyen. nous le partager, ton pourquoi? Mon pourquoi? Bah, mon pourquoi, c'est vraiment lié à ce qui m'est arrivé. C'est que juste, on a pas de temps à perdre. Mm. On a pas de temps à perdre. On perd trop de temps à, à rien en fait, à faire du rien, à faire du vent. On passe des heures et des heures à regarder des trucs à la télé qui servent à rien, à être sur notre téléphone, sur notre ordinateur. En fait, il se passe rien dans ces moments-là. Il se passe Mm. rien. Euh, les belles choses, ça se passe avec nos amis, avec notre famille, avec les gens qui comptent pour nous. Euh, ça se passe quand on est en bonne santé, ça se passe quand on est bien dans sa tête. Et pour moi, je l'ai vraiment touché tout ça. Je l'ai touché plusieurs fois. Je l'ai touché par le cancer, je l'ai touché par d'autres problèmes physiques, et on peut juste pas. C'est juste tellement dommage. En fait, le premier TEDx que j'ai fait, ça s'appelait Vivre ou être vivant. En fait, c'est vraiment Mm. ça. Pour moi, c'est ça la différence. C'est soit on se contente d'être vivant, et voilà, on attend que le temps passe. Et puis quand on arrive le jour, enfin le jour de notre mort, sur notre lit de mort, on se dit oh, ok, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que c'était inspirant? Est-ce que j'ai aidé des gens à avancer? Est-ce que j'ai aidé des gens à grandir? Est-ce que enfin, de quoi je suis fier aujourd'hui? Bah, ça, c'est Mm. en fait, voilà. Alors que vivre, bah, c'est un peu des attentions de chaque jour. C'est ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour faire encore mieux qu'hier? Qu'est-ce que je fais pour aider plus de gens? Qu'est-ce que je fais pour m'aider à grandir moi, pour aider à grandir les autres? Qu'est-ce que je fais pour avoir une vie qui m'inspire, une vie qui me fait vibrer, une vie qui me fait briller, une vie où j'ose, tu vois, où j'ose prendre la lumière et où j'ose bah, éclairer, tout simplement. Mm. Et c'est ça mon pourquoi. C'est aider les gens à aller dans cette direction-là. C'est sortir du mode, bah voilà, je suis vivant, et basculer plutôt dans le mode, bah ok, je voudrais vraiment vivre, Ouais, c'est prendre soin de la vie en soi. prendre soin de la vie. Ou justement faire en sorte d'être une terre fertile pour la vie en soi. C'est ça. Mm. C'est ça. Et célébrer ça. Célébrer ça, parce que c'est quand même un miracle, tout ça. Et, Mm. euh, et voilà, pas juste se contenter d'attendre que ça passe, et puis voir ce qui se passe, puis au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, se dire, bon, ben, j'ai fait quoi ces dernières années? Tu vois, enfin, il y a rien de pire. Il y a rien de pire.
Et c'est vrai que des fois, quand on est pris dans le quotidien, quand on se laisse aller à nos habitudes, enfin, quand on fait pas attention au final à soi, on se, je vais dire un truc, c'est pas joli, mais je veux dire quand on se respecte pas, Mmh. quand on respecte pas la vie qu'on a en nous, et toutes les possibilités qu'on a et tout le potentiel qu'on a, bah, je trouve que c'est juste dommage, c'est juste du gâchis. Puis C'est si juste en du fait, gâchis. la question que je me pose, c'est quand on ne nourrit pas la vie en soi, on nourrit quoi? Bah, j'en sais rien ce que tu nourris, mais en fait, quand tu nourris pas la vie en toi, tu fais juste, enfin, tu t'étioles. C'est, c'est 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 dur à dire, mais c'est vraiment ça. Mmh. Et on n'est pas fait pour ça, on est fait pour briller. Tu crois? Qu'on est tous faits pour briller? Écoute, tous, je sais pas. En tout cas, moi j'ai l'intime conviction que, en tout cas les personnes que je côtoie, et les personnes, enfin que je côtoie, pas toutes. Bah, je pense qu'il y a des personnes qui sont spécialement faites pour briller. Elles ont quelque chose, et elles sont faites pour aider les autres, elles sont faites pour avancer dans la vie, elles sont faites pour permettre aux autres de vivre vraiment, pour les aider à Mmh. vivre vraiment. Puis et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont pas faites pour ça. Et bon, bah, l'idée c'est d'essayer d'aider aussi ces personnes-là, mais après chacun, enfin voilà, il y a le libre arbitre. On fait tous nos choix, et l'idée c'est pas de forcer non plus les gens à vivre, leur meilleure vie. Si, s'ils sont pas prêts, s'ils ont pas envie, bah, tant pis pour eux. Mais en tout cas, moi je pense que, enfin, ma mission c'est quand même d'être là pour aider tout le monde. Mmh. En tout cas tous ceux qui en Tous ressentent ceux qui vraiment. veulent être aidés aussi. Exactement, tous ceux, non mais c'est Ouais. ça. Tu peux Mmh. pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé. Mmh. Tu peux pas envoyer chez un psy quelqu'un qui a pas envie d'aller voir un psy. Tu peux pas faire jeûner quelqu'un qui a pas envie de jeûner. Tu peux pas soigner quelqu'un qui a pas envie d'être soigné. C'est comme ça. Il y a des gens qui se complaisent là-dedans, et ben, tant pis pour eux. Mais en tout cas, pour tous les autres, ben, faut être là. Enfin, il faut. En tout cas, j'ai envie d'être là. On est là, en tout cas, pour Je tous pense les qu'on est autres. beaucoup, beaucoup, beaucoup à être là, ouais. Et ouais, Et, et ouais. et plus ça va, et je pense, tu vois, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années et tout ce qui se passe en ce moment, et je pense que le Covid, ça a été, un des points de bascule, ou en tout cas une des manifestations de tout ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'il y a un vrai clivage qui se fait. Heu, Mmh. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment 2 parties de la population. Il y a ceux qui disent: «Non, non, non, c'était bien, enfin, il faut que ça redevienne comme avant, c'était bien comme avant». Tu mets la tête dans le trou, et surtout, voilà, surtout tu bouges pas et il faut rien changer. Et puis il y a toute une partie de la population qui en fait est sur un chemin de changement, un chemin de croissance, un chemin d'évolution, et heu et voilà, moi, c'est avec ces gens-là que j'ai envie d'avancer, et enfin, que j'ai envie d'accompagner aussi. Mmh. Parce que, bah, ça, enfin, ce sont des personnes qui ont envie d'oser, qui ont envie d'essayer, qui ont pas peur de se casser la gueule, ou peut-être que des fois elles ont peur, mais après elles se relèvent et puis elles réessayent différemment. Heu et je trouve ça magnifique, c'est juste magique, et c'est ces personnes-là, moi, avec lesquelles j'ai envie de travailler, avec lesquelles j'ai envie d'avancer, et c'est ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs. Oui, puis quand on est entrepreneur, c'est aussi un chemin où, ben, on atteint certains paliers d'accomplissement, Mmh. mais c'est jamais une fin en soi. Non. Après, il y a toujours ce temps où, ben, tu es un peu en jachère pour laisser émerger la suite, en fait. Ouais, exactement, c'est vraiment ça. Comme tu le dis bien là, tu as des moments où tu es à fond, ton business il décolle, tu es au taquet, puis après, bah, il y a aussi des moments, de palier, ou des moments de down, et c'est OK. Mmh. Alors c'est pas forcément cool pour l'ego, mais c'est des moments qu'il faut accepter aussi, parce qu'on Mmh passe tous mh. par là, et c'est dans ces moments-là, en fait, moi ce que j'aime me dire, c'est que là, j'aime bien la loi d'équilibre, hein. C'est quand il y a un truc qui va pas, c'est que derrière il y a toujours des avantages aussi, des avantages cachés. Mmh. Et à l'inverse, quand on est dans des phases où on pense que tout va bien, que c'est génial, bah, en fait, dans ces cas-là, OK, faire attention, il y a des warnings, il y a aussi des inconvénients à tout ce qui se passe à ce moment-là. Mais bon, hem, je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Mmh. Mais Tu parlais de la loi voilà, d'équilibre. ouais, Ouais. loi d'équilibre, et je sais plus pourquoi j'en parlais, mais c'est pas grave non plus. Si, de par Heu, rapport au chemin d'entrepreneur, enfin, ces moments oui, de jachère, ouais, ouais, mais disons, justement, merci beaucoup, Ambline. je t'en Dans ces prie. moments-là, moi, c'est des moments qui me permettent et je pense que c'est sûrement le cas pour les autres entrepreneurs, c'est le moment où en fait tu fais infuser tout ce que tu viens d'emmagasiner, parce que souvent tu es dans l'urgence, tu veux faire les choses vite, les choses bien, tu veux que ça, voilà, que ça se passe comme il faut, et dans ces moments-là, tu as un peu la tête dans le guidon, on sort un petit peu souvent du mode être, et on rebascule dans le mode faire, et il y a un moment Mmh. donné où tout ça, bah, il
il faut laisser infuser. Il faut que ça s'ancre dans ton corps, dans ta tête, dans ton esprit, et ces moments-là, c'est fait pour ça aussi. C'est des moments où en fait, tu es obligé de lever le pied. Alors oui, effectivement, peut-être que dans ton business, ça se ressent, mais c'est des moments dont tu as besoin en tant qu'entrepreneur. Et à ce moment-là, bah, soit tu rebondis tout seul parce que tu as des nouvelles choses qui arrivent, tu as une nouvelle idée ou quoi que ce soit, ou alors tu rencontres les bonnes personnes et c'est souvent dans ces moments-là que tu rencontres les bonnes personnes parce que Ou les deux, aussi ouais. ou les 2, parce que tu étais à la recherche aussi, à ce moment-là. Tu te rends compte que, OK, c'est un moment où c'est un petit peu plus calme, où, où ça se passe pas exactement comme tu voudrais. Bah, tu es capable, d'aller chercher de l'aide, tu t'autorises à aller demander de l'aide aussi et là, bah, tu tombes sur des personnes qui sont prêtes à t'aider et qui sont là pour ça et Mmh. là, tu avances. Et et pour revenir justement à ton entreprise, Ouais. et à ton pourquoi, comment ton entreprise aujourd'hui, elle est au service de la vie, de faire grandir la vie en soi? Bah, moi, je dirais c'est l'ADN même, si tu veux, de l'entreprise. Juste avant, on parlait de la différence entre vivre et être vivant. Heu, pour moi, aujourd'hui, mon entreprise, elle est vraiment là pour aider les gens à vivre leur vie, de sortir de cet état de «je suis vivant» à l'état de «OK, je deviens acteur de ma vie et je fais ce qu'il faut pour vivre ma meilleure vie», que ce soit en respectant et en prenant soin de mon corps, que ce soit, que ce soit au niveau du mental, de la clarté, de la clairvoyance, de la vision, ou juste, voilà, d'aider à avancer les gens, par rapport à leur projet, à leur mission. Hem, je pense que Donc c'est vraiment c'est ça. quoi? C'est parce qu'on a moi je la connais un peu ton entreprise, mais Ouais. pour les auditeurs, est-ce que c'est de l'accompagnement? Ce sont des En fait en f séjours? Ce sont Ouais, des en fait, il y a plusieurs choses. Ce que je fais vraiment aujourd'hui, hem, c'est à la fois du coaching de vie et tout ce qui est accompagnement, soit en séjour, soit à distance, de jeûne et de détox. Mmh. Voilà. Ça, c'est l'ADN de la boîte aujourd'hui. Heu et ça, c'est juste 2 parties parce qu'effectivement, par rapport à la vision, enfin, il y aura énormément de choses qui vont arriver. Mais aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Je suis coach, je suis coach de vie, je suis accompagnateur certifié de jeûne et détox. Hem et du coup, j'accompagne les gens, soit effectivement en séjour, en détox ou en jeûne, ou à distance, pareil, en jeûne ou Mmh. en détox. Oui, parce que tu as lancé ton accompagnement en ligne, Ouais, tout à il fait. y a quelque temps. Ouais, Ouais, au début de l'année. Ouais, parce qu'en ouais. fait, c'était, quand j'ai commencé, je faisais surtout des accompagnements en séjour, avec du coaching aussi ou pas. Je Mmh faisais mh. les 2. Mais les accompagnements de jeunes, c'était surtout en séjour. Et puis, l'année dernière, pendant quasiment toute l'année, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté, qui m'ont demandé, ils m'ont dit: «Bah, voilà, moi je voudrais bien jeûner, mais j'ai des contraintes, je peux pas partir sur un séjour». Alors ça peut être des contraintes de toutes sortes, ça peut être des contraintes de temps, ça peut être des contraintes d'argent, ça peut être des contraintes familiales, des contraintes de boulot. Et j'ai eu pas mal de demandes là-dessus en me disant: «Bah, tiens, voilà, est-ce que tu pourrais m'aider à jeûner mais, à distance?» Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis en place ça en 2022, ça s'est fait progressivement. Et Mmh. puis devant la demande, je me suis dit: «Bah, OK, en 2023, je vais vraiment faire un produit, avec, tout un tas de enfin, un suivi, des conseils, un accompagnement complet, sur une plateforme avec des accompagnements jour par jour pendant toute la durée de la préparation, du jeûne, de la reprise derrière avec énormément de si tu veux, de choses que je tire des conférences que je fais aussi à côté sur, sur le bien-être, sur la nutrition, sur la physiologie. Donc voilà, tout ça, j'ai mis tout ça dans une plateforme et les gens y ont accès, soit pour faire de l'accompagnement, de jeûne plus ou moins en autonomie, hem, soit carrément pour faire de l'accompagnement des jeunes individualisé et à ce moment-là, je prends les personnes vraiment par la main et je les aide à jeûner au Mmh. jour le jour, en fait, comme si on était vraiment sur un séjour, sauf que voilà, on n'est pas sur un séjour. Les gens qui jeûnent fréquemment font 2 jeûnes par an, à peu près et donc du coup, Mmh. tu vois, là, il y en a qui disent: «Bah, ouais, c'est chouette, moi, je peux pas me permettre de faire 2 séjours par an». Par contre, là, ça me permet de faire effectivement mes 2 jeûnes, j'en fais un séjour, un en accompagnement, voilà et c'est vrai que c'est pas mal, tu vois, le combo un peu des 2. Mmh. Magnifique. Voilà. Mais bon, ça, effectivement, voilà, ça, c'est les briques actuelles de la boîte, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais il y a encore tellement de choses qui vont arriver derrière. Et puis j'espère que tu reviendras nous en parler, Ah dans bah, écoute, quelque avec temps. grand plaisir, Omblin. Mmh. Et de quoi qu'est-ce qui aurait besoin d'être ajouté à cette conversation pour qu'elle soit complète, Renaud? Ce qui me vient, c'est
c'est vraiment de dire à nos auditeurs de prendre le temps pour eux, vraiment prendre le temps prendre le temps pour soi et prendre le temps pour essayer de se reconnecter à qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment, vers quoi on veut aller et en quoi c'est important pour nous. Parce que c'est des questions qu'on se pose pas souvent. Mmh. On se les pose vraiment pas souvent. Il y a des personnes qui se le posent, il y a des personnes qui font de la méditation, des personnes qui juste se posent ces questions-là, de manière fréquente, de manière régulière, mais c'est vrai qu'on n'a pas tendance à le faire et heu et c'est souvent dans ce moment-là qu'on bascule dans le mode automatique et on est juste vivant. On n'est pas dans ce mode vivant et voilà, si vous écoutez ce podcast, voilà, posez-vous la question à un moment donné: «OK, est-ce que je suis vraiment où je veux être aujourd'hui? Est-ce que c'est ça ma vision? De quoi? Si je ferme les yeux et que je me projette dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que j'aime où est-ce que j'aimerais être? Qu'est-ce que je serais en train de faire? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise de moi?» et heu et une fois qu'on est connecté à ça, c'est vraiment de se dire: «OK, et maintenant, qu'est-ce que je fais pour arriver à ça? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je change dans ma vie aujourd'hui?» Qui je deviens, ouais. et ben, voilà, tu m'as ôté les mots de la bouche. Qui je deviens? Qui j'ai envie de devenir? Qui j'ose devenir? Mmh. Comment je peux faire pour briller? Oh, Qui je suis, en fait, parce que bah, c'est exactement ça. moi, je suis convaincue qu'à partir du moment où on a une vision ou un désir, c'est que c'est déjà en nous, en fait, que tout est déjà en nous Et ouais, mais pour l'être. c'est ça et bien souvent, bah, on s'autorise pas à aller voir ça Mmh. et après on n'ose pas y aller non plus. Parce que Parce qu'on croit pas mériter. parce qu'on croit pas mériter, parce que, le changement, c'est une des plus grosses peurs de l'homme, Mmh. simplement et qu'on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on aura derrière, que ça veut dire peut-être des fois prendre des risques, ça veut dire faire des efforts et on n'est plus habitué non plus Mmh. et c'est difficile, mais c'est là, en fait, que les belles choses se passent. C'est là que les belles choses se passent, c'est quand on ose Et puis prendre soin de son terrain fertile. et pour pouvoir oser, il faut prendre soin de son terrain fertile parce que Mmh. sinon, tu beau oser, ça va être compliqué. Depuis tout à l'heure, j'ai l'image, tu sais, de la graine, Mais c'est du attends, grand chêne. Toi écoute, aussi? non, mais je vais te dire un truc, c'est dingue. Sans déconner que tu me dises ça, c'est dingue. Parce que ce week-end, quand on Mmh. était effectivement, j'étais dans ce séminaire là avec tous ces entrepreneurs et enfin surtout tous ces coachs. Il y a énormément de coachs qui font aussi de l'énergétique à côté. Mmh. Et il y a une des coachs qui était là, qui a des ascendances mayas, mexicaines, et qui a tout un protocole de culture maya. Et en fait, en fonction de tes dates clés, de ton anniversaire et tout ça, elle te sort un genre de profil. Et ce qui est Mmh. dingue, c'est que le profil qui sort et qui est hyper puissant, mon profil à moi, c'est le terreau fertile, la terre fertile rouge. Mmh. Bah, tu vois, depuis tout à l'heure, je te parle de terreau C'est dingue. Non fertile. mais Ouais. c'est juste dingue. Et je percute maintenant. Mmh. Et c'était dingue. Et, voilà. Donc ça, on pourra en parler après, mais oui. Ah bah, il y a un truc, hein, avec ça. Et je pense qu'il y a un truc. La terre fertile, il y a un truc. Et puis je vois la graine aussi parce que l'autre jour, je lisais une histoire à Edgar et en fait, ça parle c'est l'histoire de la forêt. Ce livre est extraordinaire. C'est 100 histoires à propos d'une forêt. Et donc, la première histoire commence à partir de ce gland qui tombe Mmh. et qui tombe pile à un endroit. Sauf qu'il va pas rester à cet endroit, il va être déplacé par des oiseaux, par, tu vois, la pluie, etc., jusqu'à un moment où il va arriver à l'endroit juste. Et l'endroit est tellement juste que même quand il y a un des grands chênes qui tombe parce que c'est la fin de sa vie, Mmh. le chêne, en fait, ne tombe pas sur l'endroit où il y a le gland, mais plus loin. Ce qui fait que le gland a en plus l'espace de la lumière qui revient dans la forêt pour pouvoir se déployer. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, ce gland, et je disais à Edgar, ce gland, il tomberait ou il serait emporté par le vent, etc., sur la route. Il n'aurait pas l'environnement et le terrain fertile Il pour se pourrait pas pousser. déployer. Ben non, il ne pourrait pas Exactement. pousser. Alors que tu prends deux glands de chêne, ils ont exactement les mêmes ressources et les mêmes caractéristiques à l'intérieur. Ils ont C'est tout fou. pour se déployer. Mais selon l'environnement dans lequel la graine est placée, ça va le faire ou ça va pas le faire.
Donc, ce terreau fertile, hein, il est essentiel pour un entrepreneur. Et je suis tout à fait d'accord. Et c'est quand même dingue que tu parles à la fois de terreau fertile et de gland. Parce que à la fin du week-end, il y avait justement une des coachs avec qui je suis particulièrement ami qui avait ramené des glands de la forêt de Brocéliande et on allait planter chacun nos glands dans un endroit qu'on sentait bon pour lui. Donc c'est assez dingue que tu me parles de ça, si tu veux. Avez-vous? Ouais, puis on n'en a pas parlé dans les autres épisodes, hein. C'est juste avec toi. Bon, en gros, voilà, ça veut pas dire qu'il faut tous devenir jardinier, mais en tout cas, il faut prendre soin de soi et nourrir son terreau et voilà. Bref, ça me perturbe un peu tout ça. Mais non, c'est ton nouveau niveau de conscience. Ouais, c'est ça. Magnifique. Alors, juste les dernières questions pour clôturer notre conversation. S'il te reste... je sais que je ne sais absolument... J'ai complètement perdu la notion du temps. Je n'ai pas regardé à quelle heure on a commencé. Je ne sais absolument pas. Ça doit faire une bonne heure et demie qu'on parle. C'est vrai? Oh, c'est dingue. J'espère que vous aimez les podcasts à rallonge. Ouais, c'est ça. J'expose tous les records avec les podcasts. Là, c'est de plus en plus long. Donc, juste pour conclure, quelles sont tes priorités pour ces prochains mois? Comment on pourrait te soutenir? Mes priorités sur les prochains mois, alors il y a des priorités pro et perso. Mes priorités perso, c'est vraiment ça. C'est déjà entretenir mon terrain fertile. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je découvre beaucoup de choses sur moi, sur mes capacités. Et il y a des moments, c'est un peu troublant, mais je décide de me faire confiance par rapport à ça et d'avancer aussi par rapport à ça, parce que je vois que ça me permet d'avancer en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur. Et ça, voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie d'oser aller avancer. Au niveau pro, les prochaines choses qui arrivent, c'est effectivement toute la partie accompagnement en ligne. Là, l'idée, c'est d'améliorer encore l'accompagnement, même si aujourd'hui, j'ai que des super retours. Mais moi, je voudrais qu'ils deviennent encore meilleurs, parce que j'ai quand même encore des réminiscences de ma vie d'avant avec un besoin d'excellence et de faire en sorte que ce soit le mieux possible. Donc, il y a ça. Je suis en train de travailler là-dessus. Il y a des séjours qui arrivent là. Pareil, ça, c'est des synchronicités de dingue, des choses qui auraient jamais dû arriver, mais qui se font. Des séjours il y a un lieu magnifique là, j'ai réussi à avoir un château au bord de la mer à Cannes, un Mandelieu. Oui, j'ai vu passer séjours de jeunes, ça sur tes réseaux sociaux. Ouais, c'est magnifique. Ça, c'est dingue. C'est un truc, c'est impossible de l'avoir cet endroit-là. Et en fait, ça s'est fait. Mais tout à l'heure, on parlait des personnes, voilà, connectées avec des gens qui vont vous aider à avancer. Voilà, j'ai connecté avec une personne qui connaissait une personne, et en fait, ça a fait que ça soit possible. Et en fait, comment on fait pour connaître tes dates de séjour, sur mon tes site, formations, tout ça? Okay. Sur mon site, ouais, c'est tout sur mon site. Je vous mettrai le lien. Ouais. Et, c'est Great, non, c'est Great. ça? Ouais, Great avec 2 T. Ouais, on le mettra aussi dans la description. D'ailleurs, est-ce que tu sais d'où ça vient Great avec 2 T? Non. En fait, ça vient vraiment de la première fois où j'ai eu cette fameuse vision. Et j'en ai parlé avec un de mes potes au boulot. Et je dis, ouais, moi, je voudrais faire un truc, mais je voudrais vraiment un truc d'excellence, un truc qui brille, qui permette vraiment aux gens d'aller mieux, d'avancer dans leur vie. Et je lui en parle comme ça. Et quelques semaines plus tard, quand je quitte la boîte, le gars vient me voir et me dit, ta boîte, il faudra l'appeler Great. Alors, je pensais qu'il parlait de Great en anglais, tu vois, qui voulait dire fantastique, extraordinaire. Et il me dit, non, Great, c'est juste un acronyme. Et forcément, ça résonne par rapport à ça, mais c'est un acronyme avec 2 T. Ce que ça voulait dire. Donc, moi, je m'appelle Renaud Guérin, donc c'était Guérin Renaud. Extraordinary Adventures of Travel and Transformation. Et ce que je disais, moi, lui, c'était, en fait, je voulais créer des aventures extraordinaires pour permettre aux gens d'évoluer, de voyager et d'aller vers leur meilleure vie. C'est super. Tu m'avais jamais raconté ça. En fait, je le raconte pas souvent. Ouais. Mais j'avais trouvé ça assez magique sur le coup. Et je me suis dit, bah ouais. Bon, c'est pas forcément pratique à épeler, à dire quand tu dis aux gens, c'est quoi le nom de ta boîte? Ouais, c'est Great. Ah, ok. Ouais, je comprends pas trop, mais bon, bref. Mais au final, ça colle tellement bien, si tu veux, que voilà, c'est resté Great et ça restera Great. Ouais, puis ça va très bien avec l'énergie de l'entreprise. Ouais, exactement.
Euh, Voilà, ok, donc ouais, donc juste pour ton finir, site, donc il y, a ouais, il y a ça, il y a le site, il va y avoir les séjours. Euh, ouais, Tiens, on parlait, et juste, je fais une petite parenthèse encore sur l'histoire des personnes avec qui tu connais, qui te permettent de grandir. ouais, Il y a une entrepreneur avec qui enfin, j'avais connecté à un moment donné, qui voulait faire des séjours de jeunes avec moi. On avait essayé, ça s'était pas fait, c'était un peu compliqué. Finalement, cette personne-là, elle est partie bosser à Paris. Elle a bossé pour le Ritz. Et une fois en rigolant, je dis mais tu peux pas me faire rentrer au Ritz, c'est juste pour qu'on discute un peu, on va voir un peu ouais. s'il y a moyen de faire des trucs. En fait, cette semaine, j'ai appris que à partir du mois d'août, je vais aller faire des conférences au Ritz sur le jeûne. Waouh, génial, Voilà. Et ça, génial. pareil, ça serait pas arrivé si j'avais pas ouvert le champ des possibles, si j'avais pas Ouais, rencontré les bonnes personnes. bah Mais oui. voilà, c'est pas en restant dans ton coin. Puis c'est vraiment, je pense qu'il y a cette à partir du moment où tu prends la décision d'aller vers quelque chose et d'aller vers les gens, mais en fait, c'est là qu'il y a la magie qui opère. Bah tu sèmes la graine. Exactement. Dans le terrain fertile, le terreau fertile. Magnifique. Voilà. Et tu voulais dire autre chose par rapport à tes Ouais, priorités? non, bah là dans les priorités, c'est vraiment faire en sorte que cette partie accompagnement en ligne, euh, ça avance encore plus, que je puisse aider Mhm, encore plus de monde. Donc je vais essayer de faire rentrer des gens dans la boîte pour m'aider à avancer là-dessus, mhm, d'autres accompagnateurs de jeunes pour pouvoir justement accompagner encore plus de monde en parallèle et avoir vraiment une qualité de service mhm. vraiment au top, encore plus au top. Puis à côté de ça, il y a d'autres projets qui rentrent. Je suis toujours en train de travailler sur ma marque de bouillon gastronomique bio. Il Oui, y mais a les alors ça, j'ai hâte, conférences. moi, hein, que tu nous, tu nous sortes ça. Eh oui. Donc Ouais. il y a ça, et puis après, bah, il y a tout le reste qui va arriver derrière, les formations et tout. En fait, là, l'idée, tu vois, c'est vraiment de partir de cette première grosse brique qui est les accompagnements en ligne. Mais moi, comme je disais, la vision, c'est vraiment aider les gens à aller mieux de manière générale. Et donc Mhm, l'idée, c'est vraiment d'aller plutôt vers à la fois une plateforme et des lieux, des séjours et tout ça, mais en tout cas déjà sur une partie plateforme où ça sera la plateforme du mieux-être, si tu veux, dans laquelle mhm, bah, dedans on aura un petit peu tout ce qu'on peut mettre en place pour le mieux-être et où les gens auront accès à tout ça. Tu vois, mhm. sans se poser de questions, de se dire ah ouais, mais du coup, je fais plutôt appel à qui ou à quoi? Ben là, en fait, tu auras tout au même endroit. Oui, t'as tout au même Euh, endroit. Mhm, voilà, tout expliqué et en fait, tu auras plus qu'à choisir vers quel type d'accompagnement tu veux aller, comment tu veux aller. Est-ce que tu veux le faire en accompagnement en individuel? Est-ce que tu veux te faire suivre? Est-ce que tu veux le faire en autonomie? Est-ce que tu veux le faire en masterclass? Est-ce que tu veux aller sur un événement? Est-ce que voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir tout au même endroit pour aider les gens mhm. à choisir et à prendre ce qui leur correspond surtout au moment où ils en ont besoin. Voilà, plutôt vers quel type d'accompagnement je vais, Ouais, puis c'est vrai que quel type de personne. bah, après, bon, moi, je suis dans le développement personnel depuis 2006, je crois. Mhm. Euh, mais j'ai beaucoup de personnes en ce moment, enfin plus beaucoup, non, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui sont en traitement de cancer. Mhm. Et je leur parle de toi, évidemment. Euh, et, hum, et c'est vrai que je remarque qu'elles piochent un peu à droite à gauche Bah oui, et ça manque d'avoir un espace où on peut trouver tout ce dont on a besoin, bah notamment oui, à ces moments-là. Ouais. bah oui, exactement. Ouais. Exactement. Euh, Et voilà, ça, si tu veux, c'est la vision, j'espère, à pas très long terme. J'espère que ça arrivera rapidement, mais c'est vraiment vers là que je veux aller. Et en tout cas, voilà, aujourd'hui, j'essaye de faire ce qu'il faut pour aller vers ça, et ça va se faire progressivement, tu vois, en mettant en place déjà juste des conférences qui seront accessibles sur les réseaux de manière assez régulière, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ou tous les mois, je sais pas encore, mais pour justement déjà présenter, ne serait-ce que ces différents types d'accompagnement, quelle méthode tu peux utiliser, quel type de thérapie tu peux utiliser, comment tu peux choisir, qu'est-ce que ça t'apporte. Et tu vois, juste déjà de présenter ça et d'exposer ça pour permettre aux gens de comprendre, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Comment ça pourrait m'aider? Et voilà, tu vois, juste, encore une fois, planter les graines. Et c'est marrant que tu me dis ça parce que c'est ce que je dis dans tous mes accompagnements, tous mes séjours. Je leur dis, voilà, moi, ce que je fais, là, pendant tout l'accompagnement, avec tout ce que je vous envoie comme information, tout ce que je vous partage, tout ce qu'on se raconte, tout ce qu'on se dit, en fait, juste, je suis là pour planter des graines. Et ouais, après, c'est à vous de voir celles que vous voulez faire germer et comment vous les faites germer. carrément. Et peut-être que des fois, il y en a certaines qui germeront jamais, puis il y en a qui Mm, germeront plus lentement. Mais en tout cas, mm, la graine, elle est plantée. ouais. Et je voulais juste, si tu me le permets, Je euh, te permets. te faire une proposition par Mhm, rapport à quand tu dis aller vers cette vision. mhm. Et si tu n'avais pas besoin d'y aller, mais juste de la révéler à l'intérieur de toi?
Bah, pour moi, elle est déjà révélée. De la révéler à partir de l'intérieur, je veux dire, vers l'extérieur. Mais en fait, quand tu me dis ça, c'est une évidence. Je me dis que c'est ma manière de le dire qui est pas bonne. Oui, mais oui, mais ça, je le dis pas pour toi. Je dis, en fait, les mots ont une importance. Oui, mais je suis et en d'accord. fait, à force de dire, je vais vers ma vision ou je vais vers cet objectif ou je veux atteindre telle chose, ça reste à l'extérieur, en fait. Tout à fait. Et donc, on nourrit le fait de ne pas y être. Tout à fait. Je suis bien d'accord. Pour terminer, enfin, j'ai déjà dit ça il y a 15 minutes. On va te le record, on va faire 2 heures de podcast. Alors, attends, oui, donc pour terminer, qui tu aimerais entendre dans ce podcast? Qui j'aimerais entendre dans ce podcast que je n'ai pas déjà entendu? Oui. Ce serait mieux. Donne-moi des idées, en fait. Ça, c'est une super question. Qui j'aimerais entendre dans ce podcast? J'aimerais bien entendre David Laroche. Eh ben, j'y ai pensé quand tu m'as dit que tu revenais du séminaire. Ouais. Ah, et il y a ouais, mais ça va être compliqué en podcast. Il vaut mieux l'avoir sur scène. Il y a une entrepreneuse dingue qui en fait est sourde. Ouais. Et ça va être compliqué sur le podcast, du coup. Ouais. Mais qui était juste magique et qui en fait, malgré sa surdité, on lui a toujours dit non, mais ça t'arrivera jamais rien dans la vie. Et en fait, elle est devenue, elle a eu un poste de fou dans des grosses boîtes. Ça a été la première avocate de France sourde. Elle a gagné le concours du meilleur orateur de France. Sourde, hein. Donc pendant 20 ans, elle a bossé avec des, ce qu'on appelle ça, des orthophonistes pour apprendre à parler alors qu'elle n'entendait pas ce qu'elle disait. Elle n'entend même pas ce qu'elle dit. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, elle fait des conférences pour des entreprises devant des centaines, voire des milliers de personnes. Et c'est juste dingue. Ça, c'est des personnes hyper inspirantes. Tu nous donnes son nom? Son nom? Ouais, il faut que je le retrouve. C'est Virginie Delalande. Ah oui, je connais son nom. Une grande blonde. Ouais. Qui a fait un super bouquin, d'ailleurs. Virginie Delalande. Elle était assez exceptionnelle. Et puis, ma dernière question pour aujourd'hui, Renaud, avec quoi tu repars de notre conversation? Écoute, je repars déjà avec une discussion vraiment très inspirante et surtout, ce dont on a parlé sur la fin, cette histoire de terreau fertile et parce que ça m'a quand même marqué, parce qu'on en a parlé pendant tout le week-end, et effectivement cette manière de dire les choses, l'importance des mots, et faire en sorte que les choses viennent de l'intérieur et pas aller vers les choses qui sont à l'extérieur. C'est depuis que tu m'as mis le doigt là-dessus, ça résonne en moi, ça parle en moi, donc juste changer ça. Ça germe en toi. Ça germe en moi, dans mon terreau fertile. Et je te remercie pour ça. Avec grand plaisir. Un grand merci à toi pour ta présence et tout ce que tu as pu nous transmettre aujourd'hui. Comment les personnes peuvent te contacter? C'est via ton site? Directement via mon site ou sinon sur les réseaux sociaux, juste en cherchant Renaud Guérin, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, je suis un petit peu partout. Ok, puis on mettra de toute façon tes liens. Plein de bonnes ondes fertiles pour ces prochains mois, cher Renaud. Je te remercie énormément, Ombline. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Quel magnifique parcours, n'est-ce pas? J'espère que cette nouvelle conversation vous aura inspiré, apporté les réponses, les idées, les prises de conscience qui sont nécessaires sur votre chemin, quel que soit là où vous en êtes actuellement. Et merci infiniment de partager cet épisode
avec votre réseau, vos contacts, vos amis ou vos réseaux sociaux. Si vous ressentez l'appel d'être invité sur le podcast ou si vous connaissez une personne que vous aimeriez entendre sur ce podcast, pensez à me contacter directement à l'adresse ombeline@nous.ceo, nous.ceo. Et si vous ressentez également l'appel à ce qu'on travaille ensemble, à ce que je vous aide à vous élever, à vous aligner, à retrouver le sens pour vous et votre entreprise ou votre prochaine entreprise, il vous suffit également de me contacter à la même adresse mail. Sur mon site nous.ceo, vous pouvez également télécharger une guidance audio pour reconnecter à votre pourquoi. Je vous souhaite une magnifique intégration de cette conversation et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode.